Aujourd'hui, notre invitée a pour pseudo sur les réseaux Glucose Goddess, la déesse du sucre. Le petit déjeuner, c'est le pire moment pendant lequel manger du sucre. Si toute notre vie on a mangé sucré au petit-déj et qu'on passe au petit déjeuner salé protéiné, on se rend compte en fait qu'on n'est pas quelqu'un qui est fatigué, on n'est pas quelqu'un qui est addict au sucre, on avait juste simplement le mauvais petit déjeuner. Les scientifiques se sont aperçus que lorsqu'on est face à un repas, l'ordre dans lequel on mange les aliments dans notre assiette a un impact sur la façon dont on se sent pour le reste de la journée. Juste en inversant. Sans changer ce que tu manges, juste l'ordre. Tu prends un jus d'orange, tu compares ça à une canette de coca. Même quantité de sucre, à peu près 25 grammes de sucre. Mais non, dans un verre de jus d'orange et dans un verre de coca, il y a autant de sucre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée a pour pseudo sur les réseaux Glucose Goddess, la déesse du sucre. Elle s'appelle Jessie Inchauspé, elle est biochimiste et elle a plus de 6 millions de personnes qui la suivent, sur Instagram notamment. Elle a vendu plus de 4 millions de ses livres. Elle sort un nouveau livre aujourd'hui sur l'alimentation lorsque l'on est enceinte et qu'on va avoir un enfant. Elle va nous raconter justement son parcours. Elle vient elle-même de devenir maman. Elle va nous raconter aussi ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir des pics de glucose, l'impact du sucre sur notre corps. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Ce qu'il faut manger au petit déjeuner, ce qu'il faut éviter absolument de donner aussi à manger à nos enfants au petit déjeuner. On va aborder tous ces sujets-là. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube juste avant de commencer, les amis. Ça prend vraiment 2 secondes à faire. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast audio aussi, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Et avant de commencer, je voulais remercier juste notre partenaire qui sponsorise cette vidéo. C'est la Fabrique du Temps Louis Vuitton. Il y a quelques temps sur la chaîne, on est allé en Suisse, à Genève, pour rencontrer Jean Arnaud, le directeur de l'horlogerie Louis Vuitton, qui nous a ouvert les portes de la Fabrique du Temps. La Fabrique du Temps, c'est l'une des seules maisons d'horlogerie qui travaille encore de manière artisanale comme au 19e siècle. On a pu visiter cet endroit exceptionnel et suivre toutes les étapes de fabrication d'une montre avec 2 des plus grands maîtres horlogers, Michel Navas et Enrico Barbacini. Avec eux, on a parlé créativité et passion pour leur métier. Ils nous ont aussi partagé évidemment leur vision à eux de l'industrie. Ils nous ont aussi montré leur savoir-faire, leur outil et les différentes techniques utilisées pour concevoir les montres Louis Vuitton, mais aussi celles de la maison Daniel Roth et Gérald Genta. Alors, si vous n'avez pas vu l'émission sur la Fabrique du Temps avec Jean Arnaud, le directeur de l'horlogerie Louis Vuitton, le lien et dans la description. Voilà, merci à eux en tout cas de sponsoriser cet épisode. Et juste avant de commencer, je voulais vous rappeler que Légende part en tournée. On a réservé des salles. On va vous voir dans les plus grandes salles de France. On a réservé des zéniths dans 16 des plus grandes villes de France. On vient à Bordeaux, à Nantes. On sera là à Rennes aussi. On va venir vous voir à Liévin, à Rouen notamment, à Montpellier. On sera là à Toulouse aussi. Si vous voulez prendre vos places, vous pouvez aller sur légende-tour.fr. 6 invités qui ont marqué la chaîne, notamment Philippe Boxall, le médecin légiste, sera avec nous. Il y aura un pilote de tigre, un pilote d'hélicoptère de combat. Il y aura une thérapeute de couple, sexologue, qui sera là aussi, qui va nous raconter les différences entre les hommes et les femmes. Vous allez voir, il y aura beaucoup d'anecdotes aussi. On aura un astrophysicien qui sera là. Il y aura des expériences, il y aura des anecdotes jamais racontées. Chaque invité racontera 3 anecdotes totalement inédites qui ne sortiront pas du Zénith puisqu'il n'y aura pas de possibilité de filmer. Vous pouvez venir avec vos parents, avec les enfants. Vraiment, c'est un show qui sera familial, donc vous pouvez venir avec tout le monde. Et il y aura des surprises chaque soir, des artistes qui se rajouteront. Franck Dubosc sur certaines dates, Rémi Gaillard à Montpellier sera avec nous notamment. Il y aura Maxime Gasteuil sur Bordeaux, sur Toulouse, Kev Adams sur d'autres, Michael Youn sur certaines dates aussi, Jimmy Sax, celui qui fait du saxo, qui fait plein de musique avec du saxo, qui déchire, il sera là avec nous aussi. On est très heureux de l'avoir dans l'équipe. Il y aura Sarah Schwab aussi, qui est une imitatrice, qui chante en imitant. Il y aura beaucoup de surprises qui arriveront au fur et à mesure, qui ne seront pas dévoilées évidemment avant. En tout cas, légende-tour.fr pour prendre vos places. J'ai hâte de vous y voir. Ça commence le 7 octobre. Ce sera en octobre, en novembre 2026. Et là, c'est parti du coup avec Glucose Goddess sur Légende. On y va. Bonjour tout le monde, c'est Jessie Inchauspé. Je suis biochimiste, on m'appelle aussi Glucose Goddess sur les réseaux. Et je suis ici sur Légende aujourd'hui. Et j'ai très hâte de parler avec Guillaume. C'est parti. Eh ben, bienvenue à toi, Jessie. Merci. Content de te rencontrer. On s'est rencontrés juste avant l'émission. Ouais. Toi, tu es aux États-Unis, en France. Écoute, je suis entre Paris et la Californie. J'ai vécu longtemps aux États-Unis et je suis rentrée en France pendant le Covid. On va parler un peu de ton parcours. Tu connais le principe de l'émission, on refait le parcours de l'invité. Ouais. Jessie est suivie par quasiment 6 millions, je crois, sur Instagram. Tu parles du sucre, tu parles de la santé, du bien-être. C'est un vrai sujet pour toi, que tu as vraiment viscéralement. Hein, on le sent quand on parle avec toi dans le bureau avant. Tu as envie de ça. Je t'ai dit, quel est l'objectif ? Tu m'as dit, j'ai vraiment envie de parler de la santé, d'aider au maximum les gens, sur l'alimentation notamment. Tu viens de sortir un livre, tu viens d'être maman, félicitations. Ouais, merci beaucoup. Il y a quelques mois. Ouais. Ton livre s'appelle « 9 mois qui comptent pour la vie ». Si vous voulez aller le
chercher, je vous mettrai le lien dans la description, les amis, directement dans la description de la vidéo YouTube. Et si vous nous écoutez en podcast audio, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, vous aurez le lien directement aussi dans la description de l'épisode. Comment est-ce que tu parles aussi bien d'anglais? Juste pour comprendre le parcours, parce que dans le bureau, tu utilisais des mots en anglais extrêmement bien. Bah, c'est gentil. En fait, j'ai eu la grande chance, quand j'étais toute petite, d'avoir des babysitters et des nounous qui parlaient anglais à la maison et qui ne parlaient pas français. Du coup, j'étais forcée d'apprendre à parler anglais parce qu'elles ne comprenaient pas quand je parlais français. Et donc, depuis un très jeune âge, en fait, l'anglais est ma deuxième langue. Et ensuite, j'ai fait mes études en anglais, en Angleterre et puis aux États-Unis. Et aujourd'hui, beaucoup de mon travail est en anglais. Donc, sur Instagram, je parle en anglais. Mes livres, je les écris en anglais. Et ensuite, je les traduis en français. Non, c'est vrai? Ouais. Donc, l'anglais, pour moi, c'est devenu vraiment la première langue que je parle dans mon travail. Et tes livres, tu en as vendu beaucoup. Tu as vendu 4 millions d'exemplaires. Ouais. Félicitations. Merci, c'est gentil. Faites votre glucose révolution et la méthode glucose goddess. Qu'est-ce que ça veut dire goddess? Je le sais, mais tous les mots anglais, j'essaie de les traduire pour que tout le monde puisse bien comprendre. Alors, goddess, ça veut dire déesse. Donc pourquoi la déesse du sucre. La déesse du sucre, ouais. Et je me suis appelée comme ça sur les réseaux, Glucose Goddess, la déesse du glucose, parce que tout simplement, je voulais un nom facile à écrire, à dire, à comprendre, un nom un petit peu amusant. Et comme mon sujet, c'était le glucose, donc le taux de sucre dans le sang, j'ai voulu quelque chose qui commençait également par la lettre G pour faire une jolie sonorité. Donc Glucose Goddess. T'as lancé ton compte quand? J'ai lancé mon compte sur les réseaux en général, quoi. 2019. Okay. 2019. Il n'y a pas si longtemps que ça? Oui, il n'y a pas si longtemps, ouais. Juste avant le Covid. Tu es biochimiste à la base? Biochimiste, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire biochimiste? Écoute, ça veut dire qu'on apprend et on étudie le fonctionnement du corps, tout simplement. Comment nos cellules fonctionnent, comment l'énergie se propage dans le corps, comment ce que l'on mange devient de l'énergie de nos cellules. C'est la connaissance de la biologie du corps. Tu m'as regardé manger des sushis tout à l'heure. Oui. Pour donner des détails, elle est rentrée dans le bureau, on s'est rencontrés, j'étais en train de finir des sushis. Je peux raconter l'anecdote que tu m'as dite sur le sushi qui est hallucinante. Je lui dis, mais attends, parce que tu me regardes et tu me dis, tu sais que ça va te faire un peu monter ton pic, ça va te faire un pic de glucose, on va vous expliquer exactement ce que c'est après. Je dis, ah bon? Et tout. Je dis, mais c'est pas très sucré, il y a du riz, du saumon et de l'avocat. En l'occurrence, c'était des maquis que je mangeais. Et tu m'as dit, figure-toi qu'il y a du sucre dans le riz. Ouais. Des maquis et des sushis, pour que ça colle un peu, ils mettent du sucre. Absolument. Donc dans le riz qui est utilisé pour faire les sushis, donc ce riz, il est un petit peu collant. Et en fait, la recette pour fabriquer ce riz, c'est prendre du riz blanc, rajouter du vinaigre et ensuite du sucre en poudre. Donc dans le riz des sushis... Du sucre blanc, quoi. Du sucre blanc. Il y a littéralement du vinaigre et du sucre. Et tu ne le sais pas, tu ne le sens pas, mais ton corps le sent. Et ce sucre, dans les sushis, ton corps va le ressentir, ça va être dans ton sang et ça va créer pas mal de conséquences dont on va parler. C'est un peu le sujet. Ouais, c'est un peu le sujet. Donc je t'ai dit, la prochaine fois que tu manges des sushis, commence, avant de manger les sushis, prends des edamame, des petites graines de soja ou quelque chose de vert. Et je t'ai dit ça parce que lorsqu'on mange des légumes avant de manger quelque chose de sucré, ça atténue l'effet sur le corps du sucre. Donc toujours commencer par des légumes quand on peut. On va reparler après, mais tu as mis un capteur de glycémie. Fut un temps, tu as essayé. Je l'ai toujours. Tu l'as toujours là? Ouais. Et donc tu peux savoir en temps réel sur ton portable combien tu as. C'est utilisé si vous avez le diabète. Le diabète, c'est très utilisé. Ça s'achète en pharmacie, on va y revenir aussi. Et tu m'as fait un cadeau quand tu es arrivé. C'est des compléments alimentaires. On peut dire ça comme ça? C'est tout à fait ça. C'est des produits. Tu m'as donné une petite boîte avec 60 capsules dedans et tu m'as dit si tu prends 2 petits cachets avant de manger les sushis, ça va te baisser de 40% ton pic de sucre. Absolument. Donc ça, c'est une formule que j'ai développée. Donc étant biochimiste, je lis beaucoup les études scientifiques sur le sujet et j'ai trouvé des molécules naturelles qui viennent des plantes qui ont un effet très intéressant sur le sucre. Donc quand on prend 2 capsules de anti-spike, j'ai appelé ça anti-spike, ce qui veut dire anti-pic. Anti-pic de glucose. Lorsqu'on prend 2 capsules de anti-spike avant de manger quelque chose de sucré, ça réduit de 40% l'absorption du sucre par notre corps. Du coup, moi, par exemple, hier soir, pour te dire, j'avais très envie de glace au chocolat à 20h45. Donc, je vais dans mon congélateur, je vois une belle Häagen-Dazs au chocolat, je la sors, mon bébé est en train de dormir, je me mets devant mon ordinateur, j'ouvre le magnifique pot de chocolat et je prends 2 capsules de anti-spike pour pouvoir manger ce sucre avec un peu moins d'impact sur ma santé. Et ça marche vraiment? Tu Bien le sûr. vois vraiment? Bien sûr, bien sûr. En fait, la façon dont ça marche, principalement, c'est qu'il y a une substance dans ces compléments qui vient du mûrier blanc, des feuilles de mûrier blanc. Et cette substance, elle va interagir dans notre système digestif et elle va juste tout simplement bloquer l'absorption de jusqu'à 40% du sucre qu'on mange. Qu'est-ce que c'est que le glucose? Ah, j'adore cette question. C'est le truc de base, mais si on n'en parle pas, ça va pas être clair. Il y a une différence entre le sucre et le glucose? Alors oui. Alors le glucose, tiens Guillaume, fais comme ça.
Donc secoue tes Je doigts. bouge les doigts si vous On nous bouge les écoutez doigts. en Donc, podcast. bouge les doigts. Donc qu'est-ce qui se passe là quand tu bouges les doigts? En fait, tes doigts sont en train de brûler de l'énergie pour bouger. Et dès que notre corps fait quoi que ce soit, bouger, réfléchir, quand notre cœur pompe notre sang, quelle que soit la chose que le corps fait, et on se lève, voilà, le corps brûle de l'énergie pour le faire. Et cette énergie, ça s'appelle le glucose. Et le glucose, c'est très important à la vie. Donc comment est-ce que nous, on donne le glucose à notre corps? En mangeant 2 types de nourriture. En mangeant ce qui s'appelle les féculents, donc ça c'est pain, pâtes, riz, etc., pommes de terre, etc., ou les sucres. Donc ça c'est tout ce qui est sucré, genre la glace au chocolat ou une pomme. Donc féculents et sucres, on les mange parce qu'ils contiennent du glucose. Donc, imagine tu prends un repas avec des spaghettis et ensuite une compote de pommes, beaucoup de glucose à l'intérieur, tu les manges, hop, tu digères les aliments et le glucose arrive dans ton sang. Alors, est-ce que tu as des plantes chez toi, Guillaume? Oui. Ok, est-ce que tu sais bien t'en occuper? Elles meurent ou pas? Non. C'est bien. Ouais. Bravo. Bah, je les arrose normalement. Il y a les marqué arroses un verre d'eau normalement. par semaine. Je mets un verre d'eau par Ah semaine. bah, parfait. Acheté chez Ikea, il y a une petite étiquette, marqué ce qu'il faut mettre. Voilà. Et si tu mets trop d'eau dans ta plante, qu'est-ce qui se passe? Elle devient jaune. Oui, elle Elle meurt. meurt. Eh bien, le corps humain, c'est pareil. Un peu de glucose, super. Trop de glucose, ça crée des problèmes. Et Ça crée- aujourd'hui, c'est quoi comme problème? eh ben, ça va dépendre de la personne. Mais les problèmes les principaux qu'on rencontre, ça va être les chutes d'énergie, les fringales, avoir envie de sucre à 10 heures, Allez, d'un coup. à 16 heures, avoir très faim, ne pas dormir très bien, avoir de l'inflammation dans le corps, ce qui veut dire acné, rosacée, etc. Et donc, quand on mange trop de glucose, ça nous crée des conséquences. Et ça, c'est à court terme. À long terme, quand on a trop de glucose pendant des décennies, eh bien, c'est ça qui crée le diabète, par exemple. Donc voilà. Et aujourd'hui, Guillaume, la plupart d'entre nous, on mange trop de glucose. On donne trop de glucose à notre corps et on ne sait même pas qu'on est en train de le faire. Est-ce qu'il y a du bon et du mauvais glucose? Tu dis, tiens, il y a du glucose dans les fruits et du glucose dans les patates. Est-ce que c'est le même? C'est exactement le même glucose. Sauf que dans les choses sucrées, on n'a pas que du glucose, on a aussi autre chose. Donc c'est un mot un peu compliqué, mais ça s'appelle le fructose. Et le fructose, c'est encore plus sucré que le glucose. Et ça, c'est pas bon pour le corps du tout. Et donc c'est pour ça que si tu as le choix entre une pomme de terre et une compote de pommes, la pomme de terre, elle contient que du glucose. La compote de pommes, elle est sucrée, donc elle contient glucose et fructose. Ça, c'est pire pour toi. Donc il vaut mieux manger la pomme de terre. Toujours, il vaut mieux manger un féculent que quelque chose de sucré. On reviendra tout à l'heure sur l'ordre. Tu dis que c'est très important. J'ai appris des trucs hier. J'étais en train de lire l'émission. Je répétais un peu ce que j'allais te poser comme question. Tu parles même parfois de sandwich déstructuré. Ouais. Tu dis parfois il faut prendre des sandwichs et manger des ingrédients dans un certain ordre. Alors ça, c'est Tu pour- fais ce que tu dis ou Non, pas? alors toi ça, c'est pour expliquer le concept scientifique. Mais moi, quand je mange un sandwich, je le mange entier. Alors pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, T'es pas extrémiste, non, pas du tout. en fait, dans la Non, manière de... mais les scientifiques se sont aperçus que lorsqu'on est face à un repas, l'ordre dans lequel on mange les aliments dans notre assiette a un impact sur la hauteur du pic de glucose dans le sang. Donc, qu'est-ce que c'est un pic de glucose? C'est simplement quand beaucoup de glucose arrive d'un coup et ça crée une petite montagne russe dans notre sang. La concentration augmente de glucose. Et ces pics, en fait, c'est ça qui vont être à la source de beaucoup de symptômes. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut un petit peu réduire nos pics de glucose. Et donc, les scientifiques se sont aperçus que lorsque tu manges en premier les légumes, ensuite les protéines et les graisses, genre le poulet, le poisson, l'avocat, l'huile, et en dernier les féculents et les sucres, tu peux réduire le pic de glucose du repas jusqu'à 75%. Juste en inversant? Sans changer ce que tu manges, juste l'ordre. Donc, le pire ordre. Mettons, on a un repas qui est brocoli, viande, patate. Ok. 3 aliments, ok? Le meilleur ordre pour ton glucose. Attends, mais Ouais. c'est-à-dire que si on les mange dans un autre ordre, Ouais. le pic vraiment sera différent. Tu as fait des essais déjà. Mais alors, c'est pas seulement que j'ai fait des essais, c'est que scientifiquement, c'est prouvé sur de nombreuses personnes, sur une échelle significative. C'est une découverte scientifique. C'est pas juste moi, avec mon petit capteur de glucose, qui teste un Oui, où truc. tu t'es rendu compte chez toi. Non, 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 non. En fait, ce que C'est je fais, factuel. c'est factuel. Mais c'est drôle que tu me crois pas. En Bah, fait, dis-tu je te crois, te non jure, c'est factuel. C'est surprenant et c'est génial de le surprenant. savoir. C'est surprenant. C'est étonnant qu'on ne le sache pas, d'ailleurs. Mais alors, tu sais, on le sait un petit peu parce que, regarde, imagine le concept des crudités. Les crudités, c'est une tradition française de manger des légumes crus avant le repas. Oui. Ben, En apéro, même, des petits bah, concombres. Eh bien ça, petites c'est carottes. exactement ce qu'il faut faire pour notre glucose. Et donc, souvent, on voit que les traditions, en fait, sont le miroir des découvertes scientifiques. Donc attends, brocoli, viande, patate. Le meilleur ordre, ça va être brocoli en premier, ensuite les viandes, ensuite les patates. Le pire ordre, ça va être patate, puis viande, puis brocoli. Alors, quand c'est facile de manger en premier les légumes et en dernier les féculents, on le fait.
quand c'est pas facile, par exemple sandwich, on ne va pas déstructurer un sandwich. On va manger le sandwich entier, c'est pas grave du tout. Donc on fait ça quand c'est facile et ça peut avoir un vrai impact sur la façon dont on se sent pour le reste de la journée. Alors tu dis que si on mange des patates au début, ça va faire monter. Et si on mélange tout, genre c'est une assiette, on est chez des gens, on est invité, voilà, on est poli, on nous donne une assiette avec tout. Est-ce que si on mélange, qu'est-ce que ça donne sur le pic de glycémie? Eh bien, quand on mélange, tu vas te retrouver avec un pic à peu près dans la moyenne. Donc ça va être un peu mieux que de manger les patates en premier, mais un petit peu moins bien que de manger les légumes en premier. Est-ce qu'il y a dans les fruits, au supermarché, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de sucre? Tu vois, on parle des jus de fruits au petit déjeuner, on nous dit que c'est toujours bon de boire un petit jus d'orange. Est-ce que c'est bon pour la santé? Non, c'est un mensonge. Donc je t'explique les fruits. Donc les fruits qu'on trouve aujourd'hui au supermarché, tout le monde dit « Ah, c'est naturel les fruits, donc du coup c'est bon pour la santé ». C'est pas vrai. Les fruits aujourd'hui au supermarché ne sont pas naturels. Si tu regardes une banane ou une pomme, les fruits aujourd'hui en fait, ils ont été croisés par des êtres humains pendant des centaines d'années pour être de plus en plus sucrés. De plus en plus gros. De plus en plus gros, sucrés, juteux et beaux. C'est un petit peu comme les chiens. T'as vu les vieilles poires et les vieilles pommes? Si tu regardes les vieux pommiers de Normandie, les premiers qu'il y avait pour faire du cidre, les pommes sont toutes petites, un peu biscornues, etc. Et pas très sucrées. Non, et maintenant elles sont brillantes. T'as l'impression que c'est du plastique, quoi. Et tu vois, les êtres humains, aux ils ont États-Unis croisé... encore plus, hein, pardon. Ah, bah absolument. Ça devient vraiment des objets. C'est très beau d'ailleurs. C'est très beau. C'est très beau. C'est comme un bijou. Et aujourd'hui, par exemple, les espèces de chiens, donc d'un chihuahua à un pitbull, en fait, ces chiens, ils ont été croisés par les humains. Ils viennent tous du loup. Et aujourd'hui, les humains, ils ont créé plein d'espèces de chiens. Oui. Eh bien, c'est pareil pour les fruits. Donc, les bananes qu'on voit aujourd'hui, elles n'ont rien à voir avec les bananes ancestrales. Donc, tous les fruits qu'on croit être naturels, la forme des bananes était différente. La forme des bananes était différente. Elles étaient plus petites, beaucoup moins sucrées, beaucoup plus riches en fibres, beaucoup plus difficiles à manger. Une manger. banane ancestrale à l'image. Ouais. Donc, ça, c'est la première chose à savoir sur les fruits. Les fruits d'aujourd'hui ne sont pas naturels. Ils ont été créés par l'homme pour être très sucrés. Mais les fruits, c'est toujours OK pour la santé. Pourquoi? Parce que les fruits entiers, ils contiennent un truc qui s'appelle les fibres. Et les fibres, en fait, c'est la matière solide des fruits. Et ces fibres vont ralentir l'absorption du sucre du fruit par notre organisme, par notre corps. Le problème, Guillaume, c'est lorsqu'on prend par exemple une pomme et on fait un jus de pomme. Qu'est-ce qu'on fait pour faire un jus de pomme? Eh bien, on enlève la partie solide, la partie dure de la pomme. Et ça, c'est les fibres. Et on extrait le sucre et l'eau. Et du coup, tout ce sucre et toute cette eau vont créer un gros pic de glucose dans le corps sans avoir les fibres pour nous protéger. Et il n'y a pas de vitamines dedans? Si, quand même. Bien sûr, il y a des vitamines dedans. Mais il y a aussi beaucoup de sucre. Donc, par exemple, tu prends un jus d'orange, tu compares ça à une canette de coca. Même quantité de sucre, à peu près 25 grammes de sucre. Ce qui est d'ailleurs la limite recommandée de la quantité de sucre à consommer par jour. Et dans le jus d'orange et dans le coca, c'est le même sucre. Mais non. C'est les mêmes molécules. Dans un verre de jus d'orange et dans un verre de coca, il y a autant de sucre. Absolument. Et c'est le même sucre. Et ton corps ne l'assimile pas différemment. Donc ton corps ne sait pas que le sucre vient d'une orange ou que le sucre vient d'une canette de coca. Donc tu ne fais pas un cadeau à tes enfants si tu leur donnes un verre de jus d'orange le matin? Absolument pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu crées un gros pic dans leur corps et en fait tu vas aller fatiguer leur organisme. Tu penses que tu donnes de l'énergie à tes enfants, en fait tu ne donnes pas l'énergie, tu donnes juste du sucre. Et le sucre, c'est pas bon pour l'énergie. Donc, il y a eu beaucoup de marketing et de messages qui ont été créés pour nous faire croire que le jus d'orange, c'est bon pour la santé, alors que c'est pas vrai. J'avais une discussion avec des journalistes qui travaillent ici, derrière, dans l'open space, et qui se font du thé, souvent. Ils mettent du sucre et il y a du miel. Et ils me disaient, ah non, mais on a arrêté le sucre, on met du miel maintenant. C'est du vrai sucre naturel, c'est ce qu'ils me disaient. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais qu'en plus, ils écoutent sûrement. Est-ce que c'est aussi bon, est-ce que c'est meilleur pour la santé que le sucre raffiné blanc? Eh bien, c'est non seulement pas meilleur pour la santé, c'est pire pour la santé. Pourquoi? Le miel est pire. Eh oui, parce que le miel contient plus de fructose. Et le fructose, c'est cette substance dont je te parlais, qui n'a aucun bénéfice sur le corps. Le corps ne s'en sert pas, c'est juste une molécule qui crée des problèmes. Et en fait, quand tu compares le sucre blanc au miel, le miel a une plus grande proportion de fructose. Donc aujourd'hui, si tu veux choisir, il vaut mieux prendre du sucre blanc que prendre du miel. Et ouais. Alors qu'on croit que c'est naturel. Mais regarde, c'est pas parce que quelque chose est naturel que c'est bon pour la santé. Par exemple, le tabac. C'est naturel. C'est pas bon pour la santé. Il faut qu'on arrête de croire que les choses parce que c'est naturel. Naturelles sont bons pour la santé. Mais j'ai toujours entendu que le miel, tu sais, tu peux avoir... Attends, comment ça s'appelle? La gelée royale. Ouais, des antioxydants, etc. Très bon pour la santé. Mais je suis d'accord avec toi. Mais regarde, si tu regardes les antioxydants, par exemple, dans le miel, les antioxydants, ce sont des substances qui sont très bonnes pour le corps. Tu peux trouver la même quantité d'antioxydants dans, par exemple, une myrtille, sans 10 grammes de sucre.
Donc on se trompe. Qu'est-ce qu'on peut manger quand on a envie de sucre? Qu'est-ce qu'on peut... Un fruit entier, c'est la meilleure chose à manger. Moi, j'adore prendre, tu vois, un petit yaourt blanc et je mets une banane dedans. J'aime beaucoup aussi prendre du beurre d'amande non sucré. Donc, je me fais un petit goûter en général. Yaourt blanc, yaourt grec, avec banane ou kiwi, un peu de beurre d'amande et un peu de chocolat noir. Voilà. On avait reçu un médecin, Réginald Dalouche, qui est spécialiste du sucre. Ici, on a fait une émission, vous étiez très nombreux à aller la voir. Je vais demander si le sucre était une drogue. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est quoi ton opinion là-dessus? Bah, écoute, le sucre joue sur les mêmes circuits addictifs dans le cerveau que, par exemple, les jeux vidéo, les drogues illicites, une drogue illégale. Donc, d'un point de vue du cerveau, ça appuie sur les mêmes boutons. Les mêmes capteurs. Ça appuie sur les mêmes capteurs. Les capteurs de dopamine. La dopamine, c'est cette substance qui nous fait nous sentir vachement bien. Donc, est-ce que c'est une drogue? Ça dépend comment tu définis drogue. Mais oui, d'une certaine façon, je pense. Tu parles de l'effet négatif du sucre, et après on va parler de pourquoi tu t'es intéressé à ça avec ton parcours perso. Tu parles de l'effet négatif du sucre sur les mitochondries. Ouais. T'expliques, qu'est-ce que c'est que les mitochondries? Alors les mitochondries, c'est génial. Dans chacune de nos cellules, dans chaque petit recoin de notre corps, il existe des petites usines qui s'appellent les mitochondries. Et leur travail, c'est de transformer le glucose en énergie. Donc on mange du glucose, les mitochondries sont là. Ah cool, du glucose, je vais le transformer en énergie. Hop, 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 elles se mettent au travail. Et les mitochondries, on en a des milliards dans le corps. Des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Et elles travaillent toute la journée pour nous faire de l'énergie. Quand on leur donne un petit peu de glucose, elles sont très contentes. Elles arrivent à gérer l'apport en glucose et le flux. À l'assimiler, quoi. À l'assimiler. Le problème, c'est que lorsqu'on donne beaucoup de glucose d'un coup à notre corps, par exemple, si on prend un repas qui est très très riche en sucre et en féculents, par exemple du pain, des spaghettis, un jus de fruits et un gâteau, et bien là, nos mitochondries, et bien tu sais quoi, elles font la grève. Elles sont là, oh là 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 là, moi je ne peux pas gérer tout ce glucose qui arrive, c'est trop stressant, je ne peux pas le gérer, et hop, elles font la grève, elles arrêtent de travailler. Mais ils en font quoi? Du coup, littéralement, elles font la grève, elles sont stressées. Ça s'appelle le stress oxydatif, c'est le mot scientifique. Nos mitochondries deviennent stressées et n'arrivent plus à faire de l'énergie. Il y en a trop. Il y a trop de glucose, j'arrive plus à gérer. C'est comme quand il y a trop de travail qui arrive d'un coup et qu'en fait tu vas prendre une sieste, tu vas faire une sieste au lieu de travailler. C'est pareil, c'est là genre, en fait il y a trop de trucs à faire, je vais me coucher. Ouais. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On est fatigué. Alors qu'on boit du jus d'orange et on se dit « Ah, c'est bon pour la santé, ça nous donne de l'énergie », nos mitochondries ne font plus d'énergie lorsqu'on leur donne trop de glucose. Et du coup, on est crevé. Donc voilà, donc ça c'est un des symptômes. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Pour les enfants, tu leur donnes un verre de jus d'orange, ça va stresser leurs mitochondries. Exactement. Et les adultes aussi. C'est pour ça qu'un des symptômes principaux d'avoir trop de glucose dans son alimentation, c'est d'être fatigué. Est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on a tous besoin d'avoir la même quantité de glucose? Est-ce que les sportifs, on a reçu ici un bodybuilder il y a quelques temps, 135 kilos, il mange 6 fois par jour, 14 œufs le matin. Pas mal. Je pense que si tu mets un capteur glycémique, tu serais stressé toi. Pas mal. Est-ce qu'on a tous besoin de la même quantité de sucre? Ou est-ce que ça dépend de notre activité physique? Ça dépend de l'activité physique, ça dépend de la quantité de muscles qu'on a, parce que les muscles ont besoin de beaucoup d'énergie. Plus on a de masse musculaire, plus on a de mitochondries à nourrir. Et plus on fait du sport, plus on a besoin d'énergie. Donc si on est marathonien, bodybuilder, on fait 4 heures de vélo par jour, on court dans tous les sens, on a un travail qui demande beaucoup de déplacements physiques, on va avoir besoin de plus de glucose que quelqu'un qui travaille au bureau. Tu nous apprends beaucoup de choses quand tu nous dis qu'il y a autant de sucre dans un verre de coca que dans un verre de jus d'orange. J'ai pris les idées reçues sur l'alimentation que les gens se posent sur Google tout simplement. Je vais te les poser, tu vas nous dire ton avis si tu veux bien. Okay. Manger tard le soir peut faire prendre du poids. C'est pas si direct. C'est pas parce que si on mange à 22h qu'on va forcément prendre du poids. Mais qu'est-ce qui se passe? Si on mange tard le soir, surtout si on mange quelque chose de riche en glucose, on va mal dormir. Parce qu'un gros pic de glucose pendant le dîner, ça empêche ce qui s'appelle le sommeil profond, qui est le sommeil très réparateur. Parce que notre corps est stressé après un pic de glucose, du coup on dort moins bien. Du coup le lendemain on est fatigué. Qu'est-ce qui se passe quand on est fatigué? On a envie de sucre. Du coup on mange du sucre. Donc ça peut créer un cercle vicieux de manger plus de sucre à cause de la fatigue par exemple. Mais en soi, dîner à 22h plutôt qu'à 18h ne va pas automatiquement nous faire prendre 1 kilo. Ça marche pas comme ça. Si vous n'arrivez pas à perdre du poids, c'est par manque de volonté. Absolument pas. Parce que lorsqu'on est coincé sur des montagnes russes de glucose, donc par exemple, petit déjeuner, tartine de confiture, jus d'orange, bam, gros pic de glucose. Qu'est-ce qui se passe? 2 heures après, on a ce qui s'appelle une chute de glucose. Cette chute, elle va nous donner faim et elle va nous donner envie de manger plus de sucre. Donc du coup, il est 10 heures et on cherche un petit biscuit ou du sucre dans notre café. Et bam, on remonte la montagne russe et on redescend. Du coup, toute la journée,
on est victime En yo-yo, quoi. en yo-yo, parce qu'en fait, quand notre glucose chute, ça active une partie du cerveau qui dit « Guillaume, trouve du sucre à manger, va manger du sucre ». Et donc ça, c'est pas une question de volonté. C'est littéralement un processus ancestral dans notre cerveau qui nous force à aller chercher du sucre. Et donc, c'est pas du tout une question de volonté, c'est souvent une question de petit déjeuner. Il y a une question qui est souvent posée sur Internet et les commentaires sur certains forums ne sont jamais d'accord. Les produits light sans sucre sont meilleurs pour la santé, comme le coca par exemple, coca sans sucre. Est-ce que c'est vraiment mieux pour la santé ou est-ce que c'est pas mieux? Alors, est-ce que tu parles des produits qui utilisent des édulcorants plutôt que du sucre? Du coca sans sucre, il y a des édulcorants Absolument. dedans, à la place. Donc, comme de l'aspartame, peut-être Ouais. pas de l'aspartame dans le coca, mais... Je sais pas ce qu'il y a exactement. Mais alors, la question, c'est est-ce qu'un édulcorant, donc un faux sucre, type Candérel, etc., est-ce que c'est mieux pour nous que le vrai sucre? Oui. La Ça, personne n'est d'accord sur La réponse, c'est oui. C'est mieux? C'est mieux. Alors, je dis pas que c'est bon pour la santé, mais C'est comme la cigarette faux électronique sucre. et la cigarette. C'est pas bon non plus. absolument, absolument. Donc, un Coca Light, est-ce que c'est bon pour toi? Non. Il vaut mieux boire de l'eau. Mais entre un Coca Light et un vrai Coca, le Coca Light, c'est toujours meilleur pour la santé. Parce que les édulcorants, c'est pas top. Ça impacte notre microbiote, les petites bactéries qui vivent dans notre tube Ils digestif. sont nécessaires d'ailleurs. Absolument. Ça peut impacter le cerveau aussi. Mais ce sera toujours meilleur pour nous que 25 grammes de vrai sucre dans un vrai Coca. Il faut arrêter de manger donc des patates, des féculents, donc des pâtes, des patates, pour perdre du poids. Est-ce que c'est quelque chose qui fait prendre vraiment du poids, les patates et les pâtes? Et le riz? Alors, je dirais que si notre objectif, c'est de perdre du gras sur le corps, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, c'est d'éviter les pics de glucose. Pourquoi? Parce que quand on a un pic de glucose, notre corps arrête de brûler des graisses. Donc pendant un pic de glucose, notre corps ne brûle pas de graisse. Donc si on veut brûler des graisses, il faut lisser sa glycémie. Et du coup, les patates, comme tous les féculents, en général, ça fait des pics de glucose. Donc, on n'est pas obligé d'arrêter, mais ce que je conseille de faire, c'est d'apprendre à manger les patates au bon moment ou avec la bonne combinaison. Exemple, à la fin du repas plutôt qu'au début, ça peut aider à faire en sorte que notre corps brûle plus de graisse. Et d'ailleurs, Guillaume, brûler de la graisse, c'est pas juste quelque chose qui est important pour perdre du poids, pour être plus mince. En fait, le fait de pouvoir brûler des graisses, c'est extrêmement important pour le corps et pour la santé. Donc, c'est important d'apprendre à notre corps à brûler des graisses pour la santé, mais aussi si on veut perdre du poids. Le sucre roux serait meilleur que le sucre blanc. C'est n'importe quoi. Vraiment? Ouais, c'est juste Tu du sais sucre. que maintenant, quand il y a les deux sucres, je prends toujours du roux parce C'est la que même chose. j'ai vu ça sur Internet il y a Prends la longtemps. couleur que tu préfères, mais ça ne change strictement rien. Alors ça, c'est du marketing. C'est du marketing. Sucre blanc, sucre roux, sucre de canne, sucre de coco, miel, sirop d'agave, sirop d'érable. C'est le même business. Eh ouais. Ne pas manger trop d'œufs car ça donne du cholestérol. Non. Phrase de grand-mère qu'on a toujours entendue. Est-ce que c'est vrai ou C'est pas? pas vrai. Alors, on pensait pendant longtemps que c'était le cas. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on a trop de cholestérol dans notre sang, c'est pas bon pour notre cœur. Et en fait, les œufs contiennent du cholestérol. Donc on s'est dit, 1 et 1 font 2, si je mange du cholestérol, ça va faire plus de cholestérol dans le sang. Du coup, c'est pas bon. En fait, on s'est aperçu, ça fait presque 15 ans maintenant, que manger du cholestérol, ça ne fait pas augmenter le cholestérol dans le sang. Donc du coup, les œufs, c'est OK. C'est un OK. super aliment. Moi, j'en mange 4 par jour. Il OK. n'y a pas de limite. On n'a pas besoin de se limiter. C'est très bon pour la santé. Le capteur de glycémie, on va en parler dans un instant, est-ce que ça détecte aussi les autres choses, comme les protéines dans le sang? Et non, juste le glucose. C'est juste le glucose. En fait, parce que c'est très compliqué de détecter les autres choses dans le sang. On n'a pas encore de capteurs adaptés qui peuvent tout faire. Le glucose, c'est facile à détecter parce que c'est une molécule qui bouge beaucoup et qui est facile à trouver d'un point de vue chimique. Pour le reste, c'est plus une prise de sang. Ah ouais, Faut absolument. faire, Ouais. pour vraiment voir Pour le précisément. cholestérol, c'est une prise de sang. Ah, absolument. Pour reprendre ton parcours, tu es née à Biarritz. Je suis née à Biarritz. Vraie française. C'est-à-dire que Ouais, vraie parce française, que qu'aujourd'hui, comme tu sors un livre en 8 langues, on pourrait penser que tu es américaine, tu habites un peu là-bas. Non, tu es franco-française, tes deux parents sont français. Mes 2 parents sont français. Je suis née à Biarritz, ouais. Et attends, donc tu te retrouves à parler grâce à ta nounou très bien anglais, parce que tu as des discussions avec elle, etc. Tu vas faire quoi comme métier au départ? Est-ce que tu vas commencer comme biochimiste ou tu vas partir sur une autre voie? En fait, j'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Donc après le bac, mon beau-père m'a dit un truc super. Il m'a dit, Jess, si tu sais pas quoi faire dans la vie, fais la chose la plus difficile que tu puisses faire. Du coup, je me suis dit, je vais étudier les mathématiques. Donc j'avais Faut aimer ça, faut Ah aimer, ouais, hein. non mais j'aimais pas. Mais comme je savais pas, et donc j'avais le choix entre rester à Paris et faire une prépa maths, et j'avais également postulé dans une université à Londres pour faire des maths aussi. Et donc j'ai décidé d'aller à Londres. Et c'était super, donc j'ai fait des maths. Et voilà, je savais pas trop quoi faire de ma vie.
Et c'est à ce moment-là, lors de ma 3e année d'études à Londres, que j'ai eu un accident qui m'a complètement changé la vie et qui a changé mon parcours. C'était quoi ton accident? Tu avais quel âge? J'avais 19 ans. J'étais avec des amis et ils sautaient d'une cascade. Et moi, comme je voulais montrer que j'étais trop forte et que j'avais pas peur, et bien j'ai décidé de sauter également. Et en fait, j'avais hyper peur. Et juste en touchant l'eau, la cascade faisait à peu près 10 mètres de haut. Donc c'est pas très très haut. C'était où? C'était à Hawaï. Ouais, j'étais en vacances à Hawaï. J'étais très loin de la maison. Ouais. Loin. J'étais très loin de la maison et du coup, malheureusement, en touchant juste l'eau, mon coccyx a mal touché l'eau et ça a fait une onde de choc dans mon dos et une de mes vertèbres a explosé en 13 morceaux. Mais non, sans toucher le fond. J'ai pas touché le fond, j'ai pas touché les rochers. T'as fait une sorte de plat? J'ai fait une place sur le coccyx, mais j'étais même pas très mal positionnée. Il m'avait dit, rentre bien dans l'eau avec les pieds en premier. En piqué, quoi. En piqué. Et je pense que j'ai un tout petit peu plié les jambes parce que j'ai eu très peur en sautant. Donc j'ai un peu fait un mouvement, tu vois, de recul. Et du coup, fracture de la colonne vertébrale. Ouais. Mais tu le sens instantanément? Ou c'est une fissure? Instantanément, énormément de douleur. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien. Je voyais rien. Pas de sang, pas de bleu. Juste, j'ai extrêmement mal. Et je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Je me suis dit, peut-être que c'est musculaire. Peut-être que j'ai une espèce de contraction. Et clac. Ouais. Et donc j'ai attendu 24 heures avant d'aller aux urgences parce que je ne comprenais pas. Je pensais que c'était musculaire. Ouais, j'arrivais à marcher. L'adrénaline a fait que j'ai pu marcher. Le corps humain, c'est fou. Le corps humain. Et en fait, 24 heures après, c'était toujours pas passé. Donc je suis allée aux urgences et ils m'ont dit, mais madame, il faut que vous arrêtiez de bouger immédiatement. Vous avez une vertèbre qui est en 13 morceaux. Et d'ailleurs, il y a un petit morceau qui est en train d'appuyer contre la moelle épinière. Donc si j'étais tombée, ma moelle épinière aurait pu être rompue. Sectionnée, ouais, et j'aurais pu devenir paralysée. Donc bref, c'était horrible. T'étais étudiante encore à cette époque? J'étais étudiante. À Londres? Ouais, donc j'ai eu une opération et on m'a mis 6 énormes vis dans le dos qui font à peu près 10 cm de long et on a fusionné 3 vertèbres. Donc la vertèbre cassée et la vertèbre en dessous et au-dessus, maintenant ce ne sont qu'une vertèbre. Tu les as encore, les vis? Ouais, à vie. Et donc il y a un endroit dans mon dos où je ne peux pas... Et tu sens faire toujours? Je sens rien. Je ne sonne pas à l'aéroport. On me demande souvent ça. Je ne sonne pas. Non, je sens rien, mais tu peux les sentir en fait, parce que les têtes des clous, elles sont très proches de ma peau, donc tu peux sentir en fait les si bosses. t'appuies avec le doigt? Ouais. Mais non. Ouais. Et sur une radio, du coup, quand tu fais un IRM, tu peux pas faire d'IRM? Parce qu'ils demandent toujours, ils disent pas de choses. Je peux parce que c'est un métal, je crois que c'est du titane, c'est un métal qui justement n'est pas attiré par les aimants. Oui, t'imagines, sinon ce serait pas cool. Ouais, sinon tu peux plus faire d'examen. Ouais, et donc j'ai eu une grosse opération très lourde, et en fait... physiquement, je me suis remise assez vite parce que j'étais jeune et voilà, c'était très bien fait. Mais j'ai commencé à développer des problèmes de santé mentale, très très violents. Dépression, tu veux dire? Alors, c'était pas seulement dépression. Le problème principal que j'avais s'appelle la dépersonnalisation. Donc, c'est une sensation très étrange d'être un étranger dans ton propre corps. Donc, par exemple, je me regardais dans le miroir et j'avais une attaque de panique parce que je reconnaissais pas cette personne. Je regardais mes mains et je me disais, mais c'est les mains de qui en fait? Donc je me sentais emprisonnée et étrangère à mon propre corps. Tu n'avais jamais entendu parler? Ça peut arriver souvent, ça peut être lié au syndrome post-traumatique. Et donc, a priori, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais accumulé tellement de stress dans mon corps de par l'opération, etc., que ça a eu un impact sur mon cerveau. Et j'ai eu ça pendant presque 10 ans. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, il faut que je comprenne comment mon corps et mon cerveau marchent, parce que sinon, je ne peux pas continuer comme ça, quoi. C'était resté combien de temps à l'hôpital? 2 semaines. 2 semaines? Après, tu as repris les cours? Ouais. Avec les vis dans le dos? Ouais. Ni vu ni connu. Ouais. Mais j'ai repris les cours, mais dans ma tête, ça allait très très mal. Je ne pouvais jamais être seule. C'était très très compliqué. J'étais très 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 mal. Très très mal. Et comment tu as remonté la pente psychologiquement? On va parler de la nourriture après, mais comment? Écoute, c'était très dur. Je me suis beaucoup reposée sur mes amis, sur mon copain à l'époque, et j'ai fait ce que je pouvais. Je regardais jamais les miroirs, j'étais tout le temps sur mon téléphone. J'essayais de me distraire, en fait. Et j'ai décidé, du coup, de changer mes études, enfin de faire des études, de faire un master et d'étudier la biochimie pour essayer de comprendre comment le corps marchait. Le problème, c'est que ça ne m'a pas du tout aidé. C'était intéressant, mais ça ne m'a pas aidé à aller mieux dans ma tête. Et ensuite, je me suis penchée sur la génétique. Je suis partie à San Francisco, dans la Silicon Valley, qui est ça s'appelle la vallée de la Silicon. C'est là où il y a plein de startups dans la santé et la tech. Et vient de nous traduire Silicon Valley, la vallée de la Silicon, quand même. Merci la vallée beaucoup. de la Silicon. On a un podcast français ici, Guillaume. Merci beaucoup. S'il te plaît. Hein. C'est bien vrai. C'est un endroit, une région à côté de San Francisco, en Californie. Où il y a Google, où il y a Facebook, toutes les grosses... voilà, exactement. Et donc, j'ai travaillé dans une boîte de génétique pendant 5 ans.
en cherchant pour un peu des comprendre réponses. vraiment, c'est ça. T'es vraiment, tu t'es passionné de ça. Ouais, moi, je suis très curieuse. Je voulais vraiment trouver des réponses pour moi-même, et ça m'a pas aidé non plus, parce qu'en fait, il s'avère que notre ADN, notre code génétique, n'a aucun impact sur notre santé mentale, enfin très peu d'impact. Donc ça allait toujours pas bien. C'était intéressant, j'apprenais plein de choses, Alors mais que moi, tu ça allait étais toujours pas bien. 5 ans après, là, tu sais, 5 ans d'études après, Ouais, toujours. donc là, c'était presque 10 ans, et j'avais encore ces symptômes de dépersonnalisation. Et le problème, c'est qu'ils arrivaient à des moments que je ne comprenais pas pourquoi ils arrivaient. Donc certaines journées, je me sentais bien, et d'autres, je me sentais extrêmement mal. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et alors là, il s'est passé un truc dingue. Je pense que l'univers m'a aidée. Au sein de cette start-up de génétique, j'ai reçu un mail un jour d'une équipe de recherche dans la boîte qui disait « On a reçu 5 capteurs de glucose. Est-ce qu'il y a des gens dans la société qui voudraient les essayer ?» Et moi, je n'ai pas de diabète. Personne de ma famille n'a de diabète. Mais ça m'a appelée. Et j'ai dit « Moi, je veux absolument essayer. » Et donc, j'en mets un. Qu'est-ce que c'est qu'un capteur de... Comment ça, à quoi ça ressemble? Alors, en fait, là, j'en ai un. Tu peux un peu le voir en transparence sur ma C'est chemise. comme un bouton. Hein, Ouais, c'est comme une pièce de 2 euros Voilà, une pièce de sur ton bras. Et ça reste pendant 2 semaines. Et il y a une petite fibre au milieu de ce petit bouton qui passe sous la peau. Et cette fibre, on comme une mesure... aiguille un peu. C'est pas une aiguille, c'est une petite fibre. Pour l'appliquer, en fait, une aiguille rentre et ressort très vite, mais ça laisse une fibre flexible. Donc tu sens rien du tout. Et ça mesure en temps réel ton taux de glucose dans le corps. Donc ça t'envoie sur ton téléphone ton taux de glucose toutes les 5 minutes. Donc tu vois, ce matin j'ai mangé, c'est monté pendant 2 heures, après c'est redescendu. Donc c'est relié à ton téléphone. Ouais, en Bluetooth. Donc il y a une petite batterie dedans. C'est Exactement. un petit appareil électronique. Ouais. Comment tu prends ta douche? Tu prends, il n'y a aucun souci. Mais comment ça tient? C'est étanche. C'est de la colle un peu forte. Et après tu l'enlèves. Ah oui, tu mets un peu de Et colle. ça coûte 30 € à la pharmacie et ça dure 2 semaines. Et tout le monde peut l'acheter ou il Ouais. faut avoir une ordonnance? Tout le monde en peut France l'acheter. Tout le monde peut l'acheter. Ouais. Et donc, je me suis rendu compte que les jours où je me sentais mieux mentalement étaient les jours où mon taux de glucose était stable. Et les jours où mon cerveau allait moins bien, où j'avais plus de dépersonnalisation, ma glycémie était en montagne russe. Et il y a même eu un moment où je sentais un épisode de dépersonnalisation arriver. Donc, c'est un espèce de brouillard mental qui s'installe, anxiété, et je commence un peu à dissocier. Et là, je regarde sur mon téléphone l'application de glucose et je vois que je suis en train d'avoir un énorme pic. Et là, j'ai commencé à faire la connexion. Je me suis dit, attends, peut-être que ce que j'ai mangé est en train d'avoir un impact sur mon cerveau. Peut-être que ce gros pic, parce que les pics de glucose, ça crée un truc qui s'appelle l'inflammation. Donc, c'est un état de stress dans le corps. Peut-être que ça influe sur mon cerveau. Et en fait, ça engendre ces symptômes. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à me reconstruire à travers mon alimentation. Parce que tu mangeais mal? Je pensais que je mangeais bien. Mais je mangeais du granola, je mangeais du jus de fruits. J'ai grandi en mangeant des crêpes au Nutella, tous les matins. Crêpes au Nutella, On va parler jus des d'orange. petits déjeuners après, parce que c'est un sujet très important. Ouais. Tout le monde en prend et j'ai appris beaucoup de choses en travaillant l'émission. Si Voilà. tu veux bien. Donc je mangeais pas mal, je mangeais des choses que je pensais être bonnes pour moi, mais clairement je mangeais pas bien. Ouais. Tu penses que tout le monde devrait avoir un capteur glycémique une fois pour comprendre l'impact de son alimentation et puis voir... Je pense tout le monde, sauf les personnes qui savent qu'elles ont un penchant pour être un peu obsessives sur ce qui touche à leur santé ou leur alimentation. Par exemple, tu vois, s'il y a des personnes qui peuvent avoir un peu une dépendance à se peser ou qui comptent beaucoup les calories, dans ce cas-là, c'est peut-être des données un peu excessives pour elles. Mais ça chacun... Oui, c'est peut-être pas bon pour tout le monde. Voilà, c'est peut-être pas bon pour tout le monde. Mais si on a une relation plutôt stable avec notre alimentation et notre corps, c'est très, très intéressant. Tu sais que c'est une petite fibre, un peu comme une petite aiguille. Ça fait mal à mettre ou pas? Non, tu sens Parce rien. que c'est la question que vous posez tous en imaginant. Non, tu sens rien. Rien du tout? Non, ça fait... En fait, c'est clac-clac. En fait, tu sens rien, ça va très vite. C'est un applicateur comme Mais ça. tu le mets toi-même? Ouais. Donc, tu ouvres la boîte et tu fais clac-clac. Je sais pas comment mieux l'expliquer, ça fait clac-clac. Tu le fais très bien, en tout cas. Ça fait pas du tout mal, c'est très très rapide. Et en fait, c'est dans le dos du bras, donc vraiment, c'est un endroit pas très sensible. En France, on a repris les chiffres précis. Il y a 4 millions de personnes qui vivent avec un diabète. C'est Fondation APHP. Donc, c'est un dérèglement en fait, du taux de glucose. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une personne qui a un diabète? Eh bien, comme je l'ai expliqué, un petit peu de glucose, c'est très bon pour le corps, mais trop de glucose, ça va créer des problèmes. Les mitochondries deviennent stressées, on ne fait plus d'énergie. Notre corps va transformer le glucose excessif en matière grasse pour se protéger du taux de glucose, et ça crée de l'inflammation dans le corps. L'inflammation, c'est un état de stress du corps et c'est très mauvais pour plein de situations. Donc lorsqu'on est diabétique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre taux de glucose est devenu tellement élevé que notre docteur tire la sonnette d'alarme et dit « Attention Guillaume, là, il faut que tu baisses ton taux de glucose, sinon ça peut... »
Tu vois, ça peut découler sur des amputations, devenir aveugle. Enfin, c'est très sérieux, le diabète. Et comment on en arrive là? En général, on devient diabétique après avoir, pendant des dizaines et des dizaines d'années, eu une alimentation qui était très riche en glucose. Mais en général, quand on a un diabète, on pensait qu'on mangeait bien avant. Mais on ne se rendait pas compte qu'on était victime par exemple, du marketing mensonger qui dit que le jus d'orange, c'est bon pour nous. Donc, c'est pas notre faute. On vit aujourd'hui dans un système qui est bourré de sucre. Alimentaire bourré de Bourré sucre. de sucre. Donc, c'est pas notre faute. Et aujourd'hui, pour s'en sortir, en fait, on a deux options. Soit on prend des médicaments à vie, soit on arrive à réduire notre taux de glucose dans notre alimentation pour réverser le diabète. Et on parle du diabète de type 2. Hein. Le diabète de Il y a type du diabète 1, héréditaire. Ouais, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, ça n'a rien à voir avec le diabète, entre guillemets, qui vient de l'alimentation. Tu luttes contre le glucose, contre trop de glucose, et du coup, tu t'es dit que tu allais habiter dans le pays où il y en a le plus. Absolument. Parce que les États-Unis, pour avoir eu la chance d'y aller 2-3 fois en vacances, c'est quand même un pays qui... Enfin, j'adore les États-Unis, et vraiment, c'est exceptionnel sur plein de points. Mais par contre, l'alimentation, c'est quand même agréable de rentrer en France sur plein de points aussi. Hein. On est quand même très bien ici. Absolument. Comment tu fais, toi, là-bas? Parce qu'ils ne mangent pas très bien ou très équilibré, ou alors c'est les restaurants qui voilà. En fait, il n'y a pas une culture très forte de cuisiner. Les gens cuisinent très peu et mangent beaucoup de produits transformés, beaucoup plus qu'en France. Donc comment je fais? Je prends mes habitudes françaises de cuisiner en fait, et je cuisine quand je suis là-bas, donc du coup il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que par exemple, si j'y suis pour le travail et que j'ai pas le temps de cuisiner, la nourriture qu'on trouve dans la rue ou accessible va être moins bonne que la nourriture qu'on trouve en France dans la boulangerie par exemple. Oui, oui, les produits que tu achètes au supermarché sont plus sucrés, tu le sens. Absolument. Les jus d'orange, c'est parfois imbuvable. Hein. Tout est plus sucré. Tout a du sucre. Dans ton premier livre, donc, qui s'appelle Glucose Révolution, tu parles de hacks. Tu dis qu'il y a plusieurs hacks, des assemblages d'aliments. De quoi tu parles exactement? En fait, un hack, c'est un conseil, une astuce. Et dans mon premier livre, j'en ai mis 10. J'ai mis 10 conseils qui sont très simples, qui nous permettent à tous de réduire notre pic de glucose pour aller mieux. Et ce sont des conseils qui ne demandent pas d'argent, qui ne sont pas très compliqués, et qui viennent de données scientifiques. Donc, on en a parlé d'un qui était de manger les légumes en premier lorsqu'on mange un repas. Quand c'est facile, hein. Oui. Quand c'est facile. Ça, c'est un conseil très, 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 très simple qui a un gros impact sur la santé. Donc, par exemple, aujourd'hui, si ce soir, tu te dis « Ok, je vais manger les légumes en premier lors de mon dîner », normalement, tu vas vraiment sentir un effet sur comment tu te sens après le dîner et comment tu dors. Tu sais, on parle de calories tout le temps, il y a marqué les calories. Les calories, tu vas même aujourd'hui dans un fast-food, au McDo, tu as marqué le nombre de calories parfois. Ouais. Est-ce que 100 calories d'un burger sont équivalentes à 100 calories d'un avocat? Alors non. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Alors, les calories, c'est fascinant. On apprend beaucoup de choses quand même. Oui, on apprend beaucoup Merci. De choses. Hein. Mais je t'en prie, merci avec plaisir. Venu, hein. Avec plaisir. Donc les calories, qu'est-ce que c'est? À la base, pour mesurer les calories dans un aliment, est-ce que tu sais comment on faisait? Non. Ok. C'est une très bonne question. Eh bien, alors je t'explique. On prenait un aquarium, en gros, rempli d'eau. Ok, un aquarium comme ça. Hop. Dans l'aquarium, on mettait une petite boîte. Dans la petite boîte, on met l'aliment duquel on veut mesurer les calories. Exemple, on va mettre une part de gâteau au chocolat. Donc la part de gâteau, elle est dans la boîte, dans l'aquarium, submergée. Ensuite, on brûle le gâteau au chocolat dans la petite boîte. Ça va libérer de la chaleur, ça va faire augmenter la température de l'eau. Et on mesure de combien de degrés la température de l'eau augmente. Après, on fait une petite formule mathématique, et c'est comme ça qu'on mesure combien de calories étaient dans l'aliment. À la base, les calories, c'est simplement une mesure de quelle quantité de chaleur est dégagée de l'aliment quand on le brûle. Donc du calories, chaleur. Voilà, chaleur. Ah, merci. Je suis vraiment content de te rencontrer. Et donc, si tu mets... C'est super intéressant. Ouais, et donc si tu mets un avocat dans la petite boîte... Ça va pas brûler? Si, tu fais toujours brûler les trucs. Tu arrives toujours à faire brûler les trucs. Tu mets l'avocat. Eh bien, l'avocat, il peut peut-être libérer la même quantité de chaleur que la part de gâteau au chocolat. Et donc, du coup, d'un point de vue calories, tu dis « Ah, c'est la même chose ». Mais c'est aussi débile que de dire que 2 livres sont les mêmes livres s'ils ont le même nombre de pages. C'est complètement absurde. C'est complètement absurde. C'est la même chose pour les aliments. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? La part de gâteau au chocolat, certes, c'est 100 calories, mais c'est plein de sucre, plein de glucose, plein de fructose, un gros pic de glucose, de l'inflammation, stress des mitochondries. Alors que l'avocat, il n'y a pas de glucose, pas de fructose, ça ne va pas stresser les mitochondries, ça ne va pas nous faire avoir des fringales, ça va garder notre énergie, notre faim très stable. Donc, ce n'est pas très fiable de compter en calories.
Alors bien sûr, si tu compares, si tu me dis, on compare 100 calories de gâteau à 8000 calories de gâteau. Bien sûr, là, on parle de quantité. Mais si tu réfléchis à ton alimentation, penser aux calories en premier, ça ne va pas t'aider du tout. Parce que 2 personnes peuvent manger le même nombre de calories. Si toi et moi, on mange tous les deux, 2000 calories par jour. Mais toi, tu manges que des gâteaux au chocolat et moi, je mange que des avocats. Je peux te dire qu'on va se sentir vraiment, vraiment différents. Toi, tu vas être dans le mal, mais alors dans un mal, et moi, je vais me sentir plutôt bien. Alors, est-ce que en France, on a un truc sur les produits, si vous nous écoutez de l'étranger, qui s'appelle le Nutri-Score. Ouais. Il y a des lettres A, B, C, D, E, et la lettre se met en évidence en fonction des produits, et si c'est bon pour le corps ou pas. Je crois que c'est un peu remis en question en ce moment, ce truc-là, parce qu'il y a des marques qui sont obligées de changer, qui mettent 18 mois, enfin, c'est un peu... voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, je pense que c'est une super idée. Et c'est vraiment quelque chose qui a été très utile. Je pense que dans le concept, c'est formidable, parce que ça regarde les ingrédients. Est-ce que c'est très transformé? Est-ce que c'est très riche en sucre? Est-ce que c'est très riche en fibres, en protéines, en graisses? Donc, je pense que c'est super. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être un peu détourné. C'est-à-dire que, comme tu dis, il y a certaines marques qui vont obséder sur le Nutri-Score et du coup, faire des produits très complexes, très transformés. Et après, il y a un produit comme le saumon fumé, qui en fait est très bon pour la santé, mais comme il est un peu riche en graisse, il va avoir un Nutri-Score D, alors qu'une céréale du matin, qui n'est pas bonne pour la santé, va réussir à avoir un Nutri-Score A. Donc, c'est bien, mais Faut pas se fier qu'à ça. Je pense que c'est un très bon indicateur. Par exemple, si tu compares 2 boîtes de céréales, il vaut mieux prendre celle qui a le Nutri-Score A que C. Mais si tu compares du saumon fumé à des céréales, si tu compares, tu vas pas dans la même catégorie, je pense que ça peut être un peu moins fiable. Tu parles d'exercices assez simples pour réduire les pics de glucose. Tu dis quand vous mangez, dans tes livres, tu l'expliques très bien. Tu dis vous pouvez faire des choses assez simples. Tu parles même à un moment donné d'un bol de riz, je crois. Et tu dis si vous faites un peu d'exercice avant ou après, il y aura une vraie différence. Et tu disais de faire le test d'ailleurs. Tu dis si vous avez un test glycémique sur vous, vous allez marcher 10 minutes, vous allez voir la différence. Ouais. Mais tu te souviens de ça, là? Les petits doigts on qui bouge les doigts. Okay. Ouais. Bah, en fait, dès qu'on utilise un de nos muscles, notre muscle a besoin de glucose. Et le premier endroit où ce muscle va essayer de trouver du glucose, c'est dans notre sang. Donc si on vient de manger et qu'on est en train d'avoir du glucose qui arrive dans le sang, on peut utiliser nos muscles à notre avantage. Et donc un truc que j'adore faire, pour tous ceux qui sont au bureau la journée, qui sont assis à un bureau, ça s'appelle les pompes des mollets. Donc, regarde Guillaume, fais comme moi. Donc là, tu mets tes pieds à plat par terre et tu montes sur tes pointes de pied et tu redescends. Voilà, tu fais les pompes des mollets, ok ? Oui. Et ça, c'est un moyen très efficace de réduire ton pic de glucose parce que le muscle du mollet est très 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 bon à absorber le glucose de ton sang. Comme les cuisses, je crois que les cuisses, c'est le Les muscle cuisses, c'est pas mal aussi. qui consomme le plus d'énergie. Absolument, si parce que c'est le plus gros muscle. Donc en fait, manger en faisant des squats, quoi. Non, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire, une fois qu'on a mangé, dans l'heure et demie qui suit, on a une bonne fenêtre pendant laquelle faire un peu de mouvement, ça peut aider notre corps à mieux gérer le glucose qui arrive. Donc par exemple, ranger son salon, ranger la machine à laver, danser un peu sur une musique qu'on aime bien, aller marcher, faire une course. C'est un bon moment après un repas pour réduire le pic. C'est un sujet très important dont on va parler maintenant, si tu veux bien. C'est le petit déjeuner. Le petit déjeuner, on a tous une alimentation différente le matin. On mange chacun des choses différentes. Si on a des enfants, on leur donne des choses, on en mange nous-mêmes, etc. Et toi, tu dis qu'il faut bannir le sucre complètement au petit déjeuner. Ça m'a valu une discussion avec ma famille hier soir, quand on préparait l'émission. J'ai dit, tiens, tu vois, regarde, machin. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner, toi? Alors, non, mais parce que justement, moi, je mange pas de sucre, ouais. Et ma femme en mange un peu, et elle en donne à mon fils. Et en fait, on n'est pas d'accord sur le truc. Et donc, c'est des discussions, voilà. Et moi, je prends un avocat avec du pain, avocat, un peu de fromage dessus parfois, et je mets un peu d'huile d'olive et du sel. Voilà, et un café, un bol de café, en général, je mange ça. Et parfois, un peu de confiture sur le fromage. Je mange du caprice des dieux avec de la confiture dessus. Chacun a ses défauts. Ma femme va manger plus une tartine de Nutella avec mon fils, tu vois. On se fait une petite tartine grillée. Non, mais je dis pas que c'est pas bon, attention. Et va adorer. Moi, j'aime moins le sucre. Ouais. Et donc, on va lui donner parfois quelques fruits, quelques grains de raisin. Mais c'est intéressant. On a tous des petits déjeuners différents chez vous. Je pense que voilà, c'est très intéressant. Toi, tu dis qu'il faut totalement bannir. Alors, les fruits entiers, c'est OK. Le raisin, c'est toujours OK. Mais en fait, le petit déjeuner, c'est le pire moment pendant lequel manger du sucre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se réveille le matin, ça fait 12 heures qu'on jeûne. Oui. On dort et on ne mange pas pendant qu'on dort, normalement. Et donc le matin, notre système digestif est complètement vide et est très sensible.
Donc si la première chose qu'on mange lors du petit déjeuner, c'est du sucre avec du glucose, ça va arriver très très vite dans le sang. Ça va créer un gros pic. Du coup, on commence la journée avec une énorme montagne russe. Et alors, commencer la journée avec un gros pic de glucose, c'est la recette idéale pour manger du sucre toute la journée. Voilà, si tu veux te sentir accro au sucre toute la journée, prends du sucre au petit-déj. Si tu adores le sucre, garde-le pour le dessert après le déjeuner ou le dîner, ça va avoir beaucoup moins d'impact sur toi. On va en parler de quand on peut en manger. Ouais, mais donc le matin, vraiment la meilleure chose à faire, c'est de manger des protéines. Pourquoi ? Parce que les protéines, ce sont des aliments dont le corps a vraiment besoin énormément pour se construire et pour vivre. Ça veut dire des œufs, ça veut dire du fromage blanc, du fromage normal, ça veut dire du poulet, du poisson, ça veut dire... Du jambon en protéines, du jambon, absolument, ouais. du jambon absolument, ça veut dire des noix, des noisettes, ça veut dire un yaourt, super, les yaourts par exemple, le laitage. Même pour les adultes ? Ouais, laitage, super. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va nous caler, ça va donner à notre corps de la vraie énergie, sans créer de pic. Du coup, on va avoir beaucoup moins faim à 10h, on va être beaucoup moins fatigué. Parce que si on prend du sucre au petit déjeuner, c'est pour ça qu'à 16h, on a envie de manger du chocolat. Parce qu'on a fait, hop, montagne russe, montagne russe, montagne russe, montagne russe. La façon dont vous vous sentez à 16h, elle est directement liée à ce que vous avez pris au petit déjeuner. Et honnêtement, Guillaume, il y a un avant et un après. Si toute notre vie, on a mangé sucré au petit déj et qu'on passe au petit déjeuner salé, protéiné, on a l'impression, vraiment, de passer à travers un miroir dans un film. Enfin, c'est vraiment univers A, univers B. Et on se rend compte en fait qu'on n'est pas quelqu'un qui est fatigué, on n'est pas quelqu'un qui est addict au sucre, on avait juste simplement le mauvais petit déjeuner. Sérieux, hein, c'est aussi puissant que ça. Pour les enfants, parce que là on parle pour les adultes, qu'est-ce que tu conseilles de faire ? C'est pareil. Même pour les enfants ? Ouais. Un œuf ? Oui, absolument. Un œuf, un yaourt. Alors, au petit déjeuner, par exemple, tu peux carrément prendre du pain et des fruits entiers, mais il faut qu'ils soient accompagnés de protéines. Donc, tu peux faire, par exemple, un yaourt avec une tartine d'avocat, super, ou une tartine avec du beurre d'amande. Tu peux carrément ajouter une banane, mais juste évite les choses comme les compotes et les jus de fruits ou les céréales sucrées, parce que ça donne trop de glucose à l'organisme. On peut un peu de pain quand même, tu dis ? Absolument. Donc, le pain et les fruits entiers, ça peut carrément être là, mais ça doit être là comme accompagnement des protéines. C'est vraiment protéines. Donc, un super petit déjeuner, c'est une omelette, par exemple. Omelette ou un laitage. Un yaourt à la grecque, c'est super. Donc le jus d'orange, tu le disais tout à l'heure, les confitures, c'est pas bon. C'est des desserts. Le jus d'orange et les confitures, c'est un dessert. Donc si vraiment tu te dis, moi, Jess, je peux pas arrêter le jus d'orange, genre j'adore le jus d'orange le matin, dans ce cas-là, il vaut mieux le manger à la fin du petit déjeuner. Après ton omelette ou après tes laitages. Comme tout à l'heure, tu disais dans l'ordre. Exact. Toujours légumes, viande et féculents à la fin. Et les sucres à la fin, si tu peux. Ça va réduire le pic du jus d'orange et ça va t'aider à aller mieux. Et après, tu vas voir, en quelques jours, tu as même moins envie du sucre, en fait. Parce que ton corps s'est habitué à ne plus être sur les montagnes russes. Tu disais que le jus d'orange, c'est pas idéal du tout, 25 grammes de sucre par verre. Tu disais que c'est même l'équivalent d'un verre de coca. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut boire alors qui serait pas mauvais ni pour les enfants ni pour les adultes ? Parce que le café, je crois que c'est pas génial en réalité le matin. Oh, le café, ça va. Franchement, ça les études scientifiques montrent que le café, en général, c'est associé à des plutôt... Alors, pour les enfants, qu'est-ce qu'on peut leur servir ? Tu vois, s'il a envie de boire un truc, de l'eau ? Je sais pas, de l'eau ? De l'eau avec un peu de jus de citron ? Miam ! Non, mais de l'eau, quoi. Ou sinon, du lait. Par exemple. Un verre de lait. Un verre de lait, ouais, ce sera carrément mieux qu'un jus d'orange. Ouais, ce sera carrément mieux qu'un jus d'orange. Est-ce qu'on peut sauter le petit déjeuner ? Absolument. Oui. Si tu préfères, il n'y a pas de souci. Mais dis-toi quand même que la première chose que tu manges, que ce soit à 6h du mat ou à midi, c'est le même concept. Ça doit toujours être salé et basé sur les protéines. Parce que ton corps est très très vide à ce moment-là. Donc le meilleur petit déjeuner, pour récapituler, ce serait une omelette d'après toi, et une tartine d'avocat ou un truc comme ça. C'est parfait. Ou sinon, un yaourt à la grecque avec des petites noix dedans. Voilà. Ou sinon, un truc que j'adore faire, c'est les restes du dîner. Donc par exemple, la veille... Attends, c'est hyper triste. Tu vas finir ta raclette lundi matin. Ok, peut-être pas la raclette, mais genre tu t'es fait, je sais pas, un peu de poulet, des pâtes, t'en gardes un peu, tu fais ça au petit-déj avec un petit œuf dedans. Moi, j'adore le parmesan. Je suis genre addict au parmesan. Du coup, je mets du parmesan partout. Donc moi, mon petit-déj idéal, c'est un peu de poulet, de pâtes de la veille dans une poêle, je craque des œufs dedans et je mets plein de parmesan. Tu vas donner des bonbons à ton fils ? Non. On en reparle. Avant, j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Écoute, ça va changer, parce que là, il a 9 mois, je crois. J'essaye vraiment d'essayer de lui donner aucun sucre jusqu'à ses 3 ans. C'est mon objectif. En fait, c'est quoi ? Il va avoir des copains qui vont manger des bonbons et vont dire « Attends, maman, ils ont tous droit à un bonbon, pourquoi j'en ai pas ?» Non, mais écoute, s'il est avec des copains, voilà, je peux pas contrôler tout ce qu'il fait. Mais à la maison, il n'y a pas de bonbons. Regarde, à la maison, j'ai pas de jus d'orange dans mon frigo.
Du coup, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme on me dit, mais Jess, moi je peux pas, mon enfant il veut du jus d'orange, donc je lui en donne. Je dis, mais si ton enfant il te demandait une cigarette, tu dirais quoi? Tu dirais non. Ouais, bien sûr. Voilà, tu peux faire pareil. Mais tu verras, ton enfant à 3 ans, il va ramener de l'école un bonbon dans sa poche, un peu dégueulasse, qu'il aura fait rouler par terre. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Écoute, tu peux pas tout... Non, tout contrôler non plus. Je pense qu'à partir du moment où la base... Écoute, et en plus, c'est même pas hypocrite de ma part, parce que moi, je mange pas beaucoup de sucre, sauf le chocolat et les glaces à 22h. Mais il sera couché à 22h. Si à la maison, je ne montre pas l'exemple de manger des céréales, du Nutella et du jus d'orange, au moins à la maison, il mangera salé le matin. Alors, le goûter, parce que c'est un sujet qui est très intéressant, ça touche tout le monde, vraiment, chez vous, petit déjeuner, les goûters, bon voilà. Qu'est-ce qu'il faut prendre au goûter pour que ça soit vraiment bon pour le... Parce que l'alimentation, elle a un impact sur le long terme. C'est-à-dire que quand tu as 20, 30 ans de plus, 40 ans de plus, après, tout ce que tu as mangé, ça a un impact sur ta santé. Absolument. C'est indéniable. Dis-toi que chaque repas va avoir un impact sur ton taux de glucose, du coup sur l'inflammation de ton corps, sur la rapidité avec laquelle ton corps et ton cerveau vont vieillir. Plus on a de pics de glucose, plus on accélère le vieillissement. Ah bon? Donc, un jour, ça ne se sent pas, mais sur 20 ans, il y a une différence. Chaque pic de glucose accélère un processus qui a un nom un peu compliqué qui s'appelle la glycation. Qu'est-ce que c'est la glycation? C'est quand tu mets une tranche de pain au toaster. Au grille-pain, si tu veux. Grille-pain. Quand tu mets une tranche de pain au grille-pain, eh bien la tranche de pain, elle va de blanc à marron. Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle se fait cuire. Ça s'appelle la glycation d'un point de vue scientifique. Le poulet au four, il va de rose à cuit. Il s'est fait glyquer dans le four, il s'est fait cuire. Et en fait, l'être humain, à partir du jour où il naît, eh bien, il cuit très doucement. Il glyque très, très doucement. Donc, par exemple, si tu regardes le cartilage d'un bébé, il est tout blanc. Le cartilage de quelqu'un de 90 ans, il est devenu marron. Il a glyqué. Donc, toi et moi, là, on est en train de cuire très doucement. Et lorsqu'on est complètement cuit, on meurt. Voilà, ça, c'est l'expérience humaine pour toi. On brûle. Et avec chaque pic de glucose, on accélère la glycation, qui est cette cuisson et ce vieillissement du corps humain. Et ça se voit non seulement sur la peau, les rides, c'est de la glycation du collagène, qui est une substance dans la peau, mais aussi en interne. Tes organes, ils vieillissent plus rapidement. Donc du coup, voilà, un jour de pain en Nutella, ça va rien faire. Mais si sur 50 ans, tous les matins, on mange Nutella et jus d'orange, cette personne, elle va avoir vieilli plus rapidement que la personne qui mangeait avocat et œuf le matin. Donc qu'est-ce qu'on prend au goûter? Qu'est-ce qu'un bon goûter pour toi, pour vieillir mieux? Écoute, honnêtement, ça va être un goûter qui n'est pas trop sucré non plus. Un bon verre d'eau. Non, arrête. Non, mais le meilleur moment pour le sucre, c'est en dessert. Donc dessert du déjeuner ou du dîner. Là, c'est là que moi je prends mes gâteaux, mes glaces au chocolat. Mais les goûters et le petit déjeuner, comme c'est des moments où on mange un petit peu moins et où on est à jeun, c'est vraiment pas une bonne idée de manger du sucre à ce moment-là. Il vaut mieux un petit peu manger ce que tu manges au petit déjeuner. Donc par exemple, un laitage, une tartine avec du jambon, du curry dessus, des Babybel. J'adore les Babybel. C'est très salé les Babybel, tu vas dire. C'est pas très salé les Babybel. Moi j'adore ça, j'en ai à la maison. C'est trop bon, c'est protéiné. C'est super. Voilà, quand j'ai pas le temps, je mange 2 Babybel le matin. Super petit déjeuner extrêmement rapide. Ah bon? Et donc au goûter, 2 Babybel, du pain, un fruit, stop. Mieux que des chips et des churros, quoi. Écoute, après, voilà... si on aime les cookies. Moi, j'adore les cookies. On le prend quand, le cookie, du coup? En dessert, le midi? En dessert. Donc, si tu vois un cookie qui a l'air trop bon, et tu veux l'acheter à 10h du matin, tu te l'achètes, mais tu le manges après ton déjeuner. Comme ça, tu as toujours le plaisir du sucre dans ton cerveau, avec moins d'impact sur le glucose. Et je voudrais juste dire un truc, Guillaume. Parce que là, tu me fais un peu passer pour une meuf qui est un peu hardcore et tout. Ah non, pas du tout. Je suis pas extrême. On met de la nuance depuis tout à l'heure. Je suis pas extrême, tu vois. C'est-à-dire que si tu as envie de faire ça, fais-le. Si tu n'as pas envie, que tu te sens bien, mais le fais pas. Tu vois, j'ai des leçons à apprendre à personne, mais aujourd'hui, on est de plus en plus malade, on a de plus en plus de problèmes de santé, et on ne sait plus trop s'alimenter, et en plus, on se fait bombarder par des messages marketing. Donc, il nous faut des outils, tu vois. Non, mais après, c'est une émission, on écoute les conseils, et après, chacun les applique ou pas, mais c'est intéressant de les entendre. Ouais. Et tu vois, même moi, il y a des jours où je ne fais pas ça. Parce que, je sais pas, j'ai pas envie, tout simplement. Donc, parfois, je vais prendre... C'est une bonne réponse. Voilà. Quelquefois, mon dîner, ça va être une glace au chocolat. Puis voilà. C'est quoi le pire dessert? Bon, il n'y a pas de pire dessert. Quand tu le vois à chaque fois au restaurant, tu te dis putain, mais prends pas ça, Jackie. Ah ben non, le dessert, c'est fait pour le kiff. Donc prends ce que tu veux. Moi, j'ai pas de problème avec le dessert. Ah bon? Ah non. C'est quoi ton dessert préféré? Le fraisier. Avec de la pâte d'amande dessus. Ouais. Toi, t'es un peu fraise, fruits, trucs frais, quoi. Ouais, mais j'aime pas le. T'aimes pas trop les trucs sucrés. J'aime pas trop le sucre. Ouais. Donc un bon gâteau au chocolat avec de la praline et tout, c'est pas. Ça me fait pas du tout rêver. Ah ouais. C'est marrant. Est-ce que t'as mangé beaucoup de sucre quand t'étais petit? Non, pas du tout. Ah bah voilà.
Ouais. Donc peut-être que j'arriverai à ce que mon fils il soit moins accro au sucre En que fait, moi. ça dépend, je pense, de comment tu as mangé petit. Moi, j'ai pas de soda à la maison, par exemple. Moi non plus. J'ai des copains qui buvaient des sodas, moi, j'ai pas vraiment eu, quoi. Ce qui est pas d'ailleurs très bon, hein, le soda, en général. Hein, tu le disais tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'on peut manger autant de fruits qu'on veut? Juste, si on va chercher son enfant à l'école, ou on a faim nous-mêmes en tant qu'adultes, est-ce qu'on peut manger, si on a, je sais pas, 2 bananes, du raisin, est-ce qu'on peut se faire une razzia de fruits, ou c'est pas bon non plus avec le sucre? Ça va. Je te dis, les fruits, ils ont de la fibre dedans. Donc ça va être très difficile de manger 5 oranges d'affilée. Alors que boire un verre de jus d'orange dans lequel il y a le sucre de 5 oranges, ça c'est facile. Donc les fruits entiers, allez-y gaiement. On va parler d'éducation et de comment nourrir, et se nourrir aussi, et nourrir ses enfants. On va en parler dans 2 secondes par rapport à ton nouveau livre. Juste avant, je voulais parler de l'alcool, 2-3 questions dessus, et du vinaigre. Tu parles de la magie du vinaigre. Ouais. Pourquoi la magie du vinaigre? Parce que le vinaigre contient un truc incroyable qui s'appelle l'acide acétique. Et en fait, l'acide acétique, j'ai découvert ça dans les études, ça m'a fasciné. Ça va réduire les pics de glucose. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Tu prends une cuillère à soupe de vinaigre. Ça peut être du vinaigre blanc, du vinaigre de cidre. Juste évite le vinaigre balsamique parce qu'il est souvent très sucré. Dans un grand verre d'eau, avant un repas, tu bois ça avant de manger. Ça va réduire le pic de glucose du repas jusqu'à 30% grâce à la magie du vinaigre. Et tu n'as besoin de rien faire d'autre. Quel type de vinaigre? N'importe quel type, sauf évite le vinaigre balsamique parce que quelquefois il y a du sucre dedans. Tu sais, le vinaigre très très sirupeux. Le velours. Le velours un peu italien. Velours balsamique, là. Ouais. Donc Le ça, on fameux évite. truc où tu fais un trait, tu te prends pour un chef gastro, tu Exact. fais un petit trait de vinaigre Alors ça balsamique. aide pas trop. Et si on n'aime pas le vinaigre, le jus de citron, ça peut également aider, mais il faut beaucoup plus de jus de citron. Donc le vinaigre, c'est super, mais tu vois, aujourd'hui, moi, je prends plus le vinaigre. Je prends Anti-Spike, mon complément, parce que c'est plus puissant que le vinaigre. Oui, mais alors, Et ça a le même effet. tu as dit tout à l'heure, c'est des feuilles de murailler blanc, Ouais. si je dis pas de bêtises. Exactement. Attends, mais où est-ce que ça se trouve, les feuilles de mûrier blanc? Parce Sur que les c'est- mûriers. Oui, d'accord. Tu sais, c'est toujours, quand tu regardes des émissions, tu entends des spécialistes, ils ont des ingrédients que tu n'as jamais entendu parler, tu te demandes où tu les trouves. En tout cas, Ouais. toi, il y en a dedans, là. Ouais, j'ai un fournisseur qui fait pousser des mûriers et qui extrait du coup une molécule spécifique des mûriers qui est top. Tu le prends à chaque repas, tes compléments? Non, je le prends une fois par jour avant le repas qui va créer le plus gros pic du jour. Donc en général, pour moi, c'est le dîner. Tu le vends où, ça, Jessie? Sur mon site, glucosegoddess.com. Je vous mettrai le lien, ça vous intéresse. Voilà, c'est des compléments alimentaires à prendre juste avant pour faire baisser de 40% le taux de sucre. C'est made in France. Et ouais, Bravo. et ouais. Est-ce qu'on peut parler d'alcool? Bien sûr. Parce que on parle de pic de sucre, mais je crois que dans certains alcools, il y a énormément de sucre. Ça, c'est une discussion que j'ai déjà eue avec des amis. Souvent, on me dit, tiens, le rosé, c'est que du sucre. Je crois que le champagne, il y en a un peu moins. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur l'alcool et le sucre? Alors déjà, moi, je voudrais quand même envelopper cette conversation d'alcool en disant quand on boit de l'alcool, on fait ça pour le plaisir, c'est pas pour la santé. Donc c'est pas Oui, ton de toute choix façon. d'alcool que tu vas déterminer ta santé. Ok, mais si tu veux savoir le meilleur alcool pour ton glucose, ça va être le vin. Rouge? Vin rouge, vin blanc, champagne, en fait, ils sont pas très très hauts en sucre. Ainsi que les alcools forts, type vodka, gin, mezcal, etc. Les pires alcools pour le glucose, ça va être la bière et les cocktails sucrés. Type Les un spritz, mojito, les voilà. trucs d'été. Ou un rhum coca, tu vois, ça c'est pas cool. En fait, ça va dépendre de si tu mélanges ton alcool avec du jus ou du soda, là ça le rend moins bon pour toi, c'est sûr. Et quand est-ce qu'il faut boire un verre d'alcool? Si on doit le boire pour le pic de glucose, est-ce qu'il faut mieux le boire en début de repas, au milieu ou à la fin? Parce que tu disais l'ordre tout à l'heure. Tu sais quoi, ce qui est intéressant quand tu bois du vin, c'est qu'en fait, ça diminue le pic du glucose du repas. Ouais, alors pourquoi? Là, c'est un faux ami. Donc si tu portes un capteur et que tu manges des pâtes, et ensuite des pâtes avec du vin, tu vas voir que les pâtes et le vin, ça crée un plus petit pic de glucose. Mais en fait, c'est un faux ami. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que l'alcool, il va tellement occuper ton foie, parce que ton foie, il est en train d'essayer d'éliminer le poison qui est l'alcool, qui ne va pas pouvoir bien gérer ton glucose dans ton corps. Du coup, tu vois un plus petit pic, mais c'est pas vraiment, ça ne veut pas vraiment dire que l'alcool est meilleur pour toi. Et ça, c'est les limites un petit peu des capteurs de glucose. C'est-à-dire que ça ne peut pas tout mesurer. Donc, ça ne peut pas te dire exactement ce qui se passe dans chaque recoin de ton corps. Ça montre qu'un indicateur qui parfois peut être un faux ami. Tu viens de sortir un nouveau livre là, qui s'appelle 9 mois qui comptent pour la vie. Je vous mets la couverture directement à l'image. Vous pouvez le prendre d'ailleurs dans la description. Je vous mettrai le lien. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus pour le commander. Et puis dans la description du podcast, si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, vous pouvez le commander directement. Quand on lit le titre, 9 mois qui comptent pour la vie, on a l'impression que la grossesse, est-ce que ça a changé quelque chose déjà sur toi, ton alimentation, quand tu as su que tu étais enceinte? Est-ce que tu as changé tout de suite quelque chose?
Alors, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai commencé à faire de la recherche, à regarder les études. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il faut que je change quelque chose ? Est-ce que changer quelque chose peut avoir un impact bénéfique sur mon enfant ? Parce que mon médecin me disait, non, je change rien, pas de problème. Mais le truc, c'est que je me suis rendu compte qu'on a des études scientifiques qui sont très robustes, qui sont assez vieilles, qui nous montrent le contraire, qui est qu'en effet, pendant la grossesse, c'est une fenêtre assez importante où si tu augmentes ta consommation de quelques petits aliments, ça peut avoir un effet bénéfique sur le bébé, pas seulement pendant le développement, mais à long terme. Exemple. Sur sa santé à long terme. Sur sa santé à long terme. Exemple, les œufs. Les œufs, ça contient un truc qui s'appelle la choline. Et la choline, c'est très important, ça forme le cerveau du bébé dans l'utérus de la maman lorsque la maman est enceinte. Et ça va créer tous les neurones. Les neurones, ce sont les choses qui transmettent l'information dans le cerveau du bébé. Et ils ont besoin de choline pour se former. Et aujourd'hui, 90% des femmes enceintes ne mangent pas assez de choline pendant la grossesse. Et elles n'ont aucune idée parce qu'on n'en parle pas. Il n'y a pas de recommandation en France, on ne dit pas ça aux futures mamans. Et donc j'ai vu ça dans les études, je me suis dit, mince, il y a un gros décalage entre ce qu'on me dit quand je suis enceinte et ce qui est dans la science, ce qui est avéré. Donc ce livre est plein de petits conseils faciles, de choses que tu peux faire pour donner à ton bébé tout ce dont il a besoin. Donc aujourd'hui, si tu manges plus de choline pendant la grossesse, ça peut potentiellement favoriser le développement du cerveau du bébé, par exemple. Je crois qu'un seul verre d'alcool est très dangereux pour le cerveau d'un bébé lorsqu'une femme est enceinte, même un seul verre. J'en parlais avec des médecins spécialisés et ils disaient que dès le premier verre, c'était très mauvais pour les neurones, justement, t'en parlais, pour le développement du cerveau. Parce qu'en fait, quand on est enceinte, notre bébé, il est connecté à notre sang. Donc notre sang et le sang du bébé. Ce que tu manges, il le mange. Exactement. Et donc c'est pareil pour l'alcool. Quand tu bois un verre de rouge quand tu es enceinte, ton bébé, il le boit aussi. Et on sait que l'alcool, c'est pas bon pour le cerveau des adultes, ni des enfants. Donc tu mettrais pas du vin rouge dans le biberon de ton bébé. Voilà, parce que tu sais que c'est pas bon. En fait, quand tu es enceinte, ce que tu manges... Fut un temps, il le faisait pour les siestes. Tu te rends compte que dans certaines régions, il y avait un petit peu d'alcool pour faire... Tu savais ou pas ? Écoute, c'est dur d'être parent. C'est difficile, on fait ce qu'on peut. C'était une époque où mon père a eu de l'alcool à l'école primaire. Ah, c'est dingue. T'avais une bouteille pour 6 le midi. C'est dingue. C'est vrai ? Bien sûr. Il avait quel âge ? Mon père, il a 76 ans. Il buvait du vin à l'école ? Lui, il n'en prenait pas forcément, mais il y avait une bouteille pour 6. Wow. Ouais, ils ont connu ça. C'est dingue, hein ? C'est fou, hein ? C'est fou. C'est une autre époque. Je crois que c'est 1956 que l'alcool a été interdit après à l'école. Et à l'époque, les enfants, du coup, en primaire, en CP, avaient une bouteille de rouge le midi. C'est fou quand même. Hein. Et tu vois, je pense que entre le moment où les scientifiques ont su « Ah, l'alcool, c'est pas bon pour les enfants » et le moment où l'alcool a été interdit à l'école, il a dû se passer beaucoup de temps. Bien sûr. Parce qu'il se passe beaucoup de temps entre ce que la science reconnaît et ce qui se passe en pratique. Et en fait, mon livre, il porte exactement sur ce sujet, qui est qu'aujourd'hui, on a des connaissances scientifiques très établies qui ne font pas encore partie des recommandations normales pour les futurs parents. Bien sûr. Et donc, c'est ce que j'essaie de combler. Donc, il y a la choline qui est super importante, les oméga 3. On achète une petite boîte de sardines, on mange ça 3 fois par semaine. C'est très très bon pour le cerveau du bébé. La plupart des mamans n'en mangent pas non plus. Et le glucose, c'est un sujet. Parce que quand on a un pic de glucose, quand on est enceinte, notre bébé a le même pic également. Et les pics de glucose lors de la grossesse et pour le développement du bébé, c'est pas ouf. Donc dans le livre, je parle de tous mes hacks, tous mes conseils pour aider les mamans enceintes également à réduire leur pic. J'ai trouvé pas mal de choses sur Internet, sur l'alimentation et la grossesse. Tu vas dire si c'était arrivé toi déjà et si c'est vrai ou non. Les femmes enceintes ont toujours envie de sucre et de fraises, ça on l'entend depuis toujours. Est-ce que toi tu l'as ressenti quand tu étais enceinte ? J'avais très envie de fraises, ouais. Mais mon bébé, il est né en mai, donc c'était pas trop mal d'un point de vue saisonnalité des fraises. Alors écoute, ce que les scientifiques remarquent chez les souris, c'est que lorsqu'une souris femelle est enceinte, elle a davantage tendance à boire de l'eau sucrée qui lui est proposée. Oui. Et les scientifiques se disent qu'en fait, c'est potentiellement parce que le cerveau change quand on est enceinte. Il nous donne plus de plaisir lorsqu'on mange du sucre. Et donc, on ne sait pas si c'est le cas chez les humains, mais on peut supposer que c'est le cas également, que quand on est enceinte, le sucre nous fait davantage kiffer. Et donc, on a plus envie de sucre. Et d'un point de vue, si tu veux, biologique, ancestral, ça fait un peu sens parce que quand tu es enceinte, il faut que tu aies un maximum d'énergie. Et donc à l'époque, peut-être que ça encourageait les gens à manger plus de fruits, mais aujourd'hui, ça se retourne complètement contre nous parce qu'il y a du sucre partout. Est-ce qu'il y a un aliment à bannir complètement lorsqu'on est enceinte qui peut vraiment tuer le bébé et qui peut lui faire vraiment du mal ? Oh là, tuer le bébé, non. Avec une bactérie, tu sais, des trucs crus, je crois qu'il y en a qu'il faut mieux éviter. Alors, toutes les bactéries et les pathogènes qui sont portés par les produits alimentaires de mauvaise qualité en général, ou pas bien cuits, pas bien cuits, voilà, ça peut être très dangereux, absolument. C'est pour ça qu'on dit aux femmes enceintes de ne pas manger de sushi, par exemple, c'est interdit, les sushis, etc., et de fromage. C'est pour être plus safe. D'éviter les chats, je crois qu'il y a différents. Éviter les chats. Ouais. Ça dépend en fait si tu as la toxoplasmose déjà ou pas. Et moi, je l'avais parce que j'adore les chats, heureusement.
Alors, le café est mauvais pendant la grossesse, oui ou non? Non, c'est pas vrai. Les recommandations disent une tasse à café par jour, c'est a priori OK. C'est pas comme l'alcool du tout, tu vois. C'est beaucoup moins mauvais. On n'a pas vraiment de données qui nous disent qu'un verre de café par jour, une tasse de café par jour serait mauvais. Ça serait très commun d'avoir du diabète quand on est enceinte. Ça s'appelle le diabète gestationnel. Ça veut dire le diabète de la femme enceinte. Ça repart après l'accouchement? Très bonne question. Ça dépend. Dans de nombreux cas, ça reste et ça devient un diabète, entre guillemets, normal de l'adulte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant la grossesse, la concentration de glucose dans le sang de la maman devient tellement haute que le médecin tire l'alarme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on comprend que lorsqu'on a un diabète gestationnel, dans de nombreux cas, dans la majorité des cas, en fait, c'était simplement un taux de glucose élevé avant la grossesse qui devient encore plus visible et exacerbé pendant la grossesse, mais c'est pas quelque chose qui arrive de façon aléatoire. En général, c'est lié à ce qu'on mangeait avant. Et est-ce que les goûts du bébé vont être influencés par ce que la femme enceinte va manger? Qu'est-ce que la médecine en dit de ça? Alors, quand on mange du sucre, notre bébé aime le sucre. Aime le sucre aussi. Parce qu'en fait, dans le liquide, ça s'appelle le liquide amniotique, c'est le liquide dans lequel le bébé nage en fait, dans l'utérus, il va prendre le goût de ce qu'on mange. Donc, quand je mange ma glace Häagen-Dazs au chocolat, le liquide amniotique va être infusé par le goût du sucre de la glace et mon bébé va l'avaler et le sentir. Et c'est pour ça c'est une des théories principales pour lesquelles les scientifiques pensent que lorsqu'on mange beaucoup de sucre quand on est enceinte, les bébés ont tendance à mieux aimer le sucre quand ils sont nés et quand ils sont plus grands. Et on voit ça surtout chez les animaux. C'est quoi les 3 aliments à manger absolument pour une femme enceinte? Quand tu disais les œufs, 3 ou 4 œufs par jour pour la colline. Des sardines, des anchois ou du saumon 3 fois par semaine. Ça, c'est super, super, super. Ça, c'est le plus important. Ensuite, quand il naît, le bébé, ouais. Il y a le lait maternel, quand la femme peut ou a envie d'allaiter, ou le lait qu'on peut acheter en poudre. Si vous n'avez pas encore d'enfant, si vous allez en avoir, vous achetez des petits pots avec du lait en poudre et vous mettez un certain nombre en fonction de la taille du biberon, de l'âge du bébé, etc. Est-ce que c'est beaucoup mieux le lait maternel quand on a la possibilité et l'envie de le faire que du lait acheté en poudre? Alors oui, on sait que c'est mieux, parce que le lait maternel, en fait, il est vivant. Il va programmer l'ADN de notre bébé, il va s'adapter au fur et à mesure des besoins de l'enfant. Donc oui, on sait que c'est mieux. Mais dans les laits maternels, ce qui est important, c'est de trouver un lait qui contient de la choline. Parce que la choline, c'est essentiel, c'est dans les œufs, mais c'est aussi dans le lait en poudre. Et ça continue à être essentiel après la naissance, et c'est pas dans tous les laits. Donc il faut regarder les ingrédients et voir qu'il y a bien de la choline. C'est souvent dans les vitamines. On regarde choline, C-H-O-L-I-N-E. Ça, c'est super important. C'est C-H-O. Ouais, choline. Choline. Et c'est marqué dans les ingrédients? C'est marqué dans les vitamines en général. Les vitamines, tu peux voir ça? Ouais. Non, en général, il y en a? Franchement, ça dépend. Ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui en Europe, on est obligé d'avoir des oméga-3 dans les laits maternels. Les oméga-3, c'est ce qui vient des poissons, c'est super important pour le cerveau. Mais la choline, c'est pas obligé. Donc ça dépend des laits. Regardez chez vous, vous nous direz en commentaire si vous avez trouvé ou pas. C'est important ce que tu dis. Ouais. Est-ce que le lait maternel, alors c'est un peu bizarre ma question, mais je te la pose quand même. Okay. Est-ce qu'on peut boire du lait maternel quand on est adulte? Si tu veux. Si tu veux, ouais. Écoute, j'ai vu... Attends, mais est-ce que tu sais que... Non, mais attends, c'est un peu bizarre ma question, mais je vais l'expliquer. Ouais. J'ai vu qu'il y avait même des adultes qui mangeaient le placenta quand ils avaient un enfant. Tu l'as vu? Alors, attention, ça touche certaines personnes, et je ne juge jamais les gens. Et il y en a qui disent, tiens, c'est bon aussi du lait maternel. Il y a des papas qui en boivent quand ils ont un enfant. J'ai vu ça. Je pense que j'aurais dû vendre mon placenta sur Internet, moi. J'ai raté une grosse opportunité business. Non, mais tu les as vus, ces trucs, déjà? Bien sûr. En fait, le placenta, c'est un organe. Donc, c'est comme tu manges du foie de veau. Un placenta, c'est à peu près pareil. Hein. C'est un organe d'un corps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les organes, c'est très, très haut en vitamines et en minéraux. Et c'est très bon pour la santé. D'accord. Mais bon, c'est pas le placenta en particulier. N'importe quel organe. Non, pas forcément. Non. Mais si, le lait, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ah ouais. Mais c'est la première fois qu'on a posé cette question. Bah oui, mais en fait, elle est tellement bizarre. Et j'ai vu ces vidéos, je me suis dit, attends, je lui poserai parce que c'est... Oui, il n'y a pas de contre-indication, en tout cas. Oui, c'est pas mauvais pour toi. Mauvais. Et par contre, le lait de vache, cette fois, il paraît que c'est pas très bon pour les adultes, pour le coup. Écoute, ça dépend de la qualité et de la source. Moi, je suis du camp que les laitages, c'est très bon pour la santé, il n'y a aucun souci. En fait, il faut juste, idéalement, prendre du lait de vaches qui ont été nourries au pâturage. Pas un lait trop industriel, mais bon, ça dépend ce qu'on trouve. Et écoute, le lait, c'est toujours mieux que manger un jus d'orange, par exemple. Est-ce que quand tu as lancé ta chaîne sur Insta, tu t'es fait embêter, tu as eu des critiques de certaines personnes, notamment de certaines personnes diabétiques, par rapport à ton capteur, qui disaient « Attends, t'es pas malade, c'est réservé normalement pour les gens malades, etc. » Comment est-ce que tu leur as répondu ?
Bah écoute, je me suis rendu compte que j'avais pas été très sensible à ce sujet et ça m'a beaucoup appris. Parce qu'il me disait, en gros, c'était des personnes qui avaient un diabète de type 1, donc c'est des maladies auto-immunes et tu peux vraiment rien y faire et tu as besoin des capteurs de glucose. C'est une question de vie ou de mort pour eux. Et moi, je m'affichais un peu comme ça, en disant « Ah, mon capteur, c'est trop mignon !» Et en fait, ils ont trouvé ça très, très insensible. Et ils m'ont dit « Mais tu te rends pas compte, pour nous, c'est pas une blague. » C'est pas un choix. C'est pas un choix, pour nous, c'est pas un accessoire. C'est pas un choix. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je sois plus intelligente dans la façon dont j'en parlais. Donc, j'ai un peu arrêté de mettre des selfies de moi avec mon capteur de glucose. Et je me suis rapprochée de cette communauté et j'ai beaucoup appris. Voilà, donc ça a été une super critique très intéressante et j'apprécie. Et aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y a des boîtes qui font des capteurs de glucose spécialement pour les gens sans diabète. Parce qu'avant, c'était une et même chose. Du coup, en fait, c'était compliqué au début, c'est pour ça que j'ai jamais recommandé aux gens de mettre un capteur de glycémie au début, c'est parce que c'est quand même un appareil médical et pour comprendre les données, il faut être un petit peu informé. Sinon, ça peut faire un peu peur, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, il y a des sociétés qui font spécifiquement des capteurs pour toi et moi qui n'ont pas de diabète et donc c'est plus adapté. Donc aujourd'hui, il y a vraiment 2 sortes de produits différents et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de recommander ça. Toi, ton sujet, c'est pas l'amaigrissement, c'est vraiment se Zéro. sentir mieux. Zéro. Mais si quelqu'un, si vous regardez chez vous et que vous avez envie de maigrir, est-ce que tu aurais des conseils ou un régime sur lequel tu as pu voir des amis ou des gens, ou tu as toi-même essayé, qui a fonctionné? Alors, je Même si c'est déteste pas les ton régimes. sujet. Oui, je sais, non, mais... Je t'explique. Je déteste les régimes. Pourquoi ? Parce que les régimes, on fait ça 2 semaines et on arrête. Si on veut perdre du poids, réduire ses pics de glucose, c'est une façon géniale de le faire. Pourquoi ? Parce que quand on réduit les pics de glucose, il se passe 2 choses. 1, on autorise notre corps à brûler des graisses. Et ça, c'est très important pour la santé et également pour notre taux de masse graisseuse. Mais 2, on réduit les fringales et la faim. Du coup, en fait, naturellement, on va avoir moins envie de sucre. Et c'est pas quelque chose qu'on s'impose, c'est pas quelque chose qui demande de la volonté parce qu'on résout le problème sous-jacent des pics de glucose. Donc beaucoup de personnes qui lisent mon livre viennent pour des questions d'énergie, de fringales, de problèmes hormonaux, de problèmes de diabète. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils perdent du poids sans essayer. Et c'est simplement une conséquence de leur corps qui retrouve une glycémie stable et donc plus de santé. Mais c'est une conséquence, c'est pas l'objectif primaire. Il y a 2 régimes qui ont un peu explosé. Fut un temps sur Internet, tout le monde en parlait. Le régime keto, donc cétogène en gros, c'est manger que des protéines Et du gras. Et du gras. Donc il y en a qui mangeaient que de la charcuterie et du fromage, vous voyez, sur Internet, et ils se filmaient pendant quelques temps. Ça les amaigrissait beaucoup. On voyait même leurs veines un peu apparaître. Et qu'est-ce que tu penses de ce genre de régime ? Est-ce que tu as déjà essayé, toi ? Alors oui, à une époque, quand je me cherchais beaucoup, j'ai tout essayé. Moi, j'étais végane, après j'étais keto, enfin, c'était l'enfer, mais je voulais tester plein de choses. Et c'était horrible, mais en fait, ce qui est intéressant du régime keto, c'est qu'en fait, ça puise dans les mêmes principes que mon travail, c'est-à-dire on réduit la quantité de glucose dans le corps pour encourager le corps à brûler des graisses. Donc, si tu veux, c'est une façon très extrême de lisser sa glycémie. Et moi, je ne conseille pas parce que tu ne peux pas continuer ça pendant plus de quelques jours. C'est pas bon pour le corps si c'est trop long. C'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour les femmes, c'est trop stressant, c'est quand même, waouh, c'est costaud. Donc, en fait, mes conseils de glucose, ils empruntent un petit peu des éléments du régime cétogène, mais de façon beaucoup plus stable et apaisé et faisable. C'est un peu brutal pour le corps. C'est très brutal. Le keto, donc le cétogène, j'ai 2 amis moi, qui ont essayé de le faire. Il y a quelques années, ils sont un peu pris un délire, ils ont vu une vidéo, ils ont dit, tu sais quoi, à partir de demain, on le fait, etc. Il y en a un qui a failli tomber dans les pommes, ils ont eu des grosses fièvres. Parce que je crois qu'il y a le moment où ça s'inverse, où le corps commence à piocher dans tes graisses. C'est trop extrême, Guillaume, c'est juste pas la peine en fait. C'est juste pas la peine de faire ça. Et en plus, si on mange beaucoup de charcuterie et beaucoup de fromage, on peut aussi ne pas perdre de poids. Parce que si on mange tellement de charcuterie et de fromage que notre corps a trop de calories, trop d'énergie d'un point extrême, on peut prendre du poids. Hein. C'est pas juste parce que... À l'inverse. Ouais, bien sûr. Donc moi, je pense que tout ce qui est extrême, ce sont des dérives qu'il faut éviter. Il y a le régime paléo aussi. Alors ça, c'est comme à la préhistoire. Pas de produits transformés, que de la viande, des légumes. Mais ça, c'est pas mal. Mais tu vois, entre le régime céto, le régime paléo, le régime méditerranéen, le régime blablabla, en fait, ils ont tous un truc en commun. Et en fait, on oublie d'en parler. C'est que quand tu suis un de ces régimes, tu arrêtes de manger du sucre et des produits transformés. Et c'est pour ça qu'ils marchent, ces régimes. C'est parce que tout simplement, ils sont tous d'accord sur la même chose, qui est que si c'est transformé, si c'est très sucré, on enlève et on va mieux.
Tu crois que les hommes préhistoriques de Cro-Magnon étaient en meilleure santé que nous? Alors, je sais qu'ils avaient une durée de vie évidemment moins longue, ils chassaient, ils n'avaient pas de chauffage, ils n'avaient pas de santé, etc. Machin, enfin de médecins. Mais est-ce que s'ils étaient jeunes, à 18 ans, ils étaient d'un point de vue glycémique, c'est sûr. Hein. C'est sûr, parce qu'ils mangeaient de la viande. Et je peux dire qu'il n'y avait pas de Nutella à la préhistoire. Tu sais quelle taille faisait un être humain? Je suis assez content de l'avoir appris. Petit, hein. Donc les hommes de Cro-Magnon dans la grotte de Lascaux. Est-ce que tu sais la taille moyenne que faisait un humain, un homme et femme, une moyenne? 1m40. 2 mètres. On a rétréci au Moyen-Âge. Je l'ai appris. Pareil, voilà. Je l'ai appris en visitant les grottes de Lascaux il y a 1 mois et demi. Et donc, ils m'ont appris ça. J'ai eu la chance d'avoir des historiens qui sont venus avec moi. Et en fait, l'homme de Cro-Magnon était plus grand que l'homme au Moyen-Âge. On a rétréci après. Voilà. Et pourquoi? Je ne sais pas. Et je sais juste que les ça squelettes. Ton truc. Non, les squelettes qu'ils ont retrouvés, en réalité, ils étaient très développés. Ils avaient les mêmes capacités cognitives que nous. Néandertal, lui, s'est éteint parce qu'ils n'avaient pas compris l'ADN. Et donc, c'était de la consanguinité dans les grottes. Et donc, ils se sont complètement éteints. Et Cro-Magnon échangeait des gens de grotte en grotte parce qu'ils avaient compris le principe de l'ADN. Wow. Il y a 21 500 ans, on avait exactement les mêmes capacités cognitives. On faisait juste 2 mètres, donc tous les squelettes sont beaucoup plus grands. Ils avaient du chauffage dans la grotte de Lascaux. Les systèmes de flux d'air, il faisait 15 degrés alors qu'il faisait moins 30 en hiver dehors. C'était fort quand même. Bien, en Angleterre, c'est la première génération où les gens sont plus petits que la précédente. Et ils pensent que c'est dû au fait qu'en Angleterre, ils mangent énormément de produits transformés. Il n'y a plus aucune nutrition dans ce qu'ils mangent et ça fait réduire la taille. Donc peut-être qu'au Moyen-Âge, on a découvert plus de sucre ou quelque chose. Et du coup, c'est intéressant. Et ils chassaient, à l'époque, et en France, il y avait des lions. Dans le sud-ouest, aux grottes de Lascaux. Tu savais ou pas? Oui. C'est dingue. C'est pour ça que dans les grottes de Lascaux, il y a des lions qui sont peints. Il y a des lions à dents de sabre de Sibérie. C'est moins 20 l'été, moins 30 l'hiver. Voilà. Donc dans ta région, vers Biarritz, il y avait des lions. Ah, c'est génial. C'est rigolo à savoir. C'est rigolo. Je voudrais parler de 2 choses pour terminer, si tu veux bien. Ouais. Du jeûne intermittent. Alors ça, c'est le truc miracle selon certains, qui ne marche pas selon d'autres. Ouais. C'est le fait de louper un repas ou de sauter un repas et d'avoir une longue période sans manger. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Je pense que c'est utile d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on mange trop souvent. Par exemple, c'est pas la peine de prendre un goûter quand on est adulte. Il vaut mieux manger des repas consistants et faire moins de snacking. Donc de manger moins entre les repas. Mais je pense que le jeûne intermittent, comme toutes les choses extrêmes, c'est devenu un petit peu une dérive. Et on pense aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que à partir du moment où tu jeûnes de façon intermittente, le reste du temps, tu peux manger ce que tu veux et tu seras en bonne santé. C'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai parce que, déjà, quand tu jeûnes, c'est ce que je disais par rapport au petit déjeuner, ce que tu vas prendre pour casser le jeûne est très important. Si tu prends du sucre à ce moment-là, ça va créer un gros pic de glucose inflammatoire. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin de jeûner pour être en bonne santé. Par exemple, il y a 2 études fascinantes qui ont été faites aux États-Unis sur des singes sur 20 ans. Et ils ont fait des groupes de singes et un avait une restriction calorique, ça veut dire qu'ils mangeaient moins que les autres sur 20 ans. Ils ont regardé la longévité et ils ont vu que manger moins d'un régime alimentaire, c'est seulement utile si le régime alimentaire est mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu manges mal à la base, faire du jeûne intermittent, ça peut aider. Si tu manges bien, faire du jeûne intermittent, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, tu peux pas juste te dire si je jeûne, ça va être super, méga bien pour moi. Ça dépend de ce que tu manges le reste du temps. On va parler des compléments alimentaires. Dans un instant, tu vas nous dire ce que tu en penses. Je crois que tu vas sortir d'autres produits, tu vas nous dire lesquels aussi. On va faire rentrer Lola, qui est journaliste chez nous et qui a tenté quelque chose. J'ai reçu, pour tout vous dire, c'est pas quoi que ce soit, c'est vraiment, j'ai reçu une pub sur Instagram. J'ai été retargeté parce que je regarde des trucs de santé, en plus quand je commençais à bosser ton émission. Et il y avait une société qui s'appelle Lucie qui propose de faire des prises de sang pour faire des analyses complètes et des propositions. Donc déjà, pour voir si tu as un souci. Donc c'est-à-dire qu'ils analysent ce qu'on appelle des marqueurs. Vous allez voir, il y en a des centaines quand ils font des prises de sang. Donc c'est des marqueurs, c'est des chiffres, c'est des indicateurs en fait en fonction de, par exemple sur le foie, c'est des choses. Donc elle a dû faire une prise de sang, analyse d'urine et de salive. Et elle a eu ensuite ces résultats qui permettent d'avoir des conseils sur comment améliorer sa santé. Est-ce que toi tu fais des check-ups de santé? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'aller faire une prise de sang pour toi de temps en temps? Est-ce que tu le fais? Absolument, absolument. Au moins 1 ou 2 fois par an. Ouais. Ah, c'est vrai, tu le fais 1 ou 2 fois par an? Et quand j'étais enceinte, je faisais ça tous les mois parce que j'écrivais le livre et je voulais vraiment regarder de façon plus régulière. Mais oui, absolument, c'est super important. Qu'est-ce que tu conseilles de regarder si vous avez envie d'aller dans un laboratoire? Après, normalement, notre médecin généraliste va recommander un check-up annuel assez complet. Hein. Donc écoute, le truc le plus important par rapport à mon travail, ça va être le taux de glucose à jeun, le taux d'insuline
à jeun. Ça, c'est un autre marqueur qui est très important pour le diabète, par exemple, pour savoir si tu es proche ou loin de développer un diabète. Je pense que tout ce qui a à voir avec l'inflammation, c'est super important également. Donc, on peut mesurer ce qui s'appelle la protéine C-réactive. C'est un marqueur assez basique de l'inflammation. Et ensuite, je pense que ça dépend beaucoup de nos objectifs. Par exemple, pendant la grossesse, j'ai mesuré beaucoup mon taux d'oméga 3 pour comprendre un petit peu où j'en étais. J'ai mesuré, bien sûr, vitamines, minéraux, etc. Enfin, ça dépend. Et après, si tu veux regarder cholestérol, ce qui se passe pour ton cœur. Et en fait, tu peux mesurer tellement de choses. Donc toi, tu as 33 ans aujourd'hui, et donc tu le fais 1 à 2 fois par an. C'est intéressant de savoir. On va faire rentrer Lola, et puis on va voir comment ça s'est passé pour elle. Ça y est, Lola vient d'arriver sur le plateau. Bienvenue. Merci. Alors, tu as fait le test. Merci d'y être allé. Avec plaisir, toujours. Je t'ai dit, tiens, j'ai reçu une pub sur Instagram. Vraiment, ça s'est passé comme ça. Je vous assure que c'est vraiment aussi simple que ça. Et je trouvais que le sujet était intéressant de parler des prises de sang. Alors, pas forcément de celle-ci, mais c'était parler des prises de sang en général. De faire des check-ups régulièrement. C'est important. Et surtout, plus on avance dans l'âge et avec les années, plus il faut le faire. Pour la prostate pour les hommes, différentes choses pour les femmes. Il y a différentes maladies qui peuvent se déclarer. Et parfois, c'est asymptomatique. Et donc, en une prise de sang à l'hôpital, avec votre médecin généraliste, vous pouvez apprendre parfois qu'il y a quelque chose et prendre de l'avance sur la maladie. En gros, c'est un peu le sujet. Toi, qu'est-ce que tu as fait exactement ? Donc, en fait, je suis passée par Lucie. Du coup, c'est une start-up française qui permet de faire des bilans de santé, du coup, de prévention, mais complets. En fait, ils vont analyser tout mon organisme pour voir si j'ai pas des carences ou des dérèglements qui vont m'amener sur des maladies plus graves, peut-être, plus tard. Donc, c'est vraiment de la prévention. C'est de la prévention. Et t'as fait quoi exactement ? Donc, sang ? Alors, j'ai fait 2 tests salivaires, un test urinaire et une prise de sang qui est quand même assez conséquente puisqu'ils prennent plus de 15 tubes à essayer. 15 tubes ? Ouais. Bon. C'est des petits quand même. Donc, donc c'est une vraie grosse prise de sang. Ouais, bien complète. Donc, test salivaire, c'est toi qui le fais toute seule ? À jeun, tu te lèves, tu craches dans un bocal. Ouais. 30 minutes après, tu mets un minuteur, tu refais également, du coup, tu recraches. Tu l'as fait sérieusement, vraiment, pour avoir les vrais scores ? Là, c'est un bon bilan, donc il fallait le faire bien, il fallait être à jeun et ensuite, prise de sang. Et alors, dernière question, avant de voir juste le petit moment où tu allais voir tes résultats. Il se passe combien de temps entre le moment où tu fais la prise de sang, les tests salivaires et l'entièreté des résultats ? Alors, plusieurs semaines. Là, on leur a demandé d'accélérer pour le reportage, mais c'est au moins 2-3 semaines, puisque c'est des vraies analyses complètes avec les médecins et avec le personnel de Lucie qui analyse très très bien tout ça. D'accord. Qu'est-ce qui change par rapport à une prise de sang classique là ? Une prise de sang classique, quand il va, en général, c'est que tu as un symptôme, donc tu vas analyser certaines choses. Là, en fait, ils analysent 120 biomarqueurs. Alors, un biomarqueur, c'est compliqué à expliquer ce que c'est, mais en gros, c'est tout ce qui compose ton organisme. Le taux d'oestrogène, c'est un biomarqueur, le taux de globules blancs, c'est un biomarqueur, et là, ils en analysent 120. Alors, quand tu vas faire une prise de sang, le médecin, en général, il t'en demande entre 20 et 40. Là, il y en a 120. C'est comme une prise de sang très complète, en gros. Très, très, très complète, oui. Et on regarde le jour où tu allais chercher les résultats, du coup. Donc là, moi, j'ai la chance d'être avec Baptiste pour interpréter les résultats, mais normalement, tout est très, très bien fait. Directement, en fait, sur l'application, vous allez avoir tout le bilan et toutes les marches à suivre, c'est ça ? Exactement. L'objectif, c'est que quand tu te rends sur l'application, qu'on reçoit tes résultats, que tu aies toute l'interprétation. Et donc, c'est ce qu'on va regarder. Donc, toi, sur tes résultats, par exemple, ce qu'on avait vu, c'est qu'il y a... Tu me fais peur parce que je n'ai rien vu, là. Ok. Tu vois, tu as 44 marqueurs qui sont dans les gammes dites normales, mais tu en as marqueurs, aussi... donc c'est les biomarqueurs, ce qu'on disait. Les biomarqueurs qu'on a mesurés, donc sanguin, salivaire et urinaire également. Biomarqueurs, pour la faire simple, parce que c'est quand même un terme compliqué, en gros, c'est des indicateurs... C'est des indicateurs qu'on peut mesurer... De ton organisme. Dans ton corps, exactement. Donc, vous avez trouvé quelque chose de grave ou pas ? Non, là, ce qu'on voit, c'est que tu en as 44 qui sont optimaux, tu en as 44 dans les normes un peu classiques. Et donc, 44 biomarqueurs. 44 biomarqueurs, exactement, mais en revanche, tu en as 13 quand même à surveiller. Et ce qu'on voyait... Mais ils sont en rouge quand même. Ils sont en rouge à surveiller, en effet. Notamment, je pense, le cortisol. Donc, il y a peut-être des petits sujets de stress, ou en tout cas qui sont liés à ton habitude de vie aussi. Et quand est-ce que tu te couches, comment est-ce que tu te couches, qu'est-ce que tu fais avant de te coucher. Et concernant mon alimentation, est-ce que tu vois que je mange bien ou pas ? J'ai l'impression que tu manges plutôt bien. En tout cas, t'as un métabolisme très bon. Ton hémoglobine glyquée, tu vois, elle est à 5%, ce qui est du coup ta glycémie au cours des 3 derniers mois. Mais je pense que tu manges pas beaucoup de légumes. C'est vrai que je mange pas trop de fruits et légumes, effectivement. Ouais, t'as quelques carences. Ça, t'arrives à le voir ? Ça, on arrive à le voir. T'as quelques carences, zinc, calcium. Et je pense que c'est probablement un des leviers que tu peux mettre en place assez rapidement. Commencer à manger des légumes verts, peut-être, aussi, pour le faire. Par contre, tu vois que c'est vrai que je mange pas trop de sucre. Ça, tu le vois, que ça, c'est OK. Ça, c'est complètement OK. T'as une très bonne glycémie à jeun, t'as une très bonne hémoglobine glyquée. Ton insuline, elle est très bonne. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de sujet là-dessus. Mais du coup, fruits et légumes, donc intéressant. Donc là, Lucie va me proposer, grâce à l'intelligence artificielle, tout un plan d'action pour augmenter mon fer.
Mon calcium. Et Exactement. Donc nous, on va proposer un plan d'action et ce plan d'action, il est revu par une équipe médicale parce qu'on cherche vraiment à apporter cette véracité clinique dans tout ce qu'on fait. Et du coup, il y a toutes les actions qui sont disponibles sur l'application et tu peux commencer à mettre en place dès que tu peux. Et surtout, après, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment est-ce que ça va évoluer dans quelques mois en fonction de ce que tu vas mettre en place. Et donc, tu auras des mises à jour de ton plan d'action une fois que tu auras commencé à donner, du feedback sur ce que tu mets en place et deux, qu'on pourra aller faire un test de suivi. Donc, tu pourras te rendre à nouveau au laboratoire pour suivre les marqueurs et creuser ce qu'il y a à creuser et voir l'évolution et qu'est-ce qui est productif pour toi, qu'est-ce qui l'est pas, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas productives pour tout le monde. Et dans 6 mois, je vais modifier mes habitudes et en suivant vos recommandations et on verra si ça s'est amélioré ou pas. Exactement. Donc dans 6 mois, tu pourras refaire un test. Il y a un test de base qu'on refait, avec également des tests additionnels complémentaires que tu pourras faire qui seront adaptés à toi. Par exemple, si tu décides de creuser un peu plus ton profil d'alimentation et d'aller creuser certaines vitamines, tu vas pouvoir les prendre en complément. Et donc nous, on va te proposer de retourner au laboratoire. Bon bah ça y est, on a terminé. J'espère que vous avez appris plein de choses. En tout cas, moi c'est le cas. Je vais aller manger des légumes, c'est ce qui me reste à faire, et bien dormir. Je vous laisse avec la suite de l'émission avec Glucose Goddess et Guillaume en plateau. Allez, voilà, comme ça, on a pu voir les résultats. C'était intéressant de savoir. En tout cas, vous pouvez aussi demander une ordonnance à votre médecin si vous avez envie de faire des prises de sang. Et puis comme ça, vous aurez des prises de sang remboursées. C'est aussi possible de faire comme ça. Juste pour terminer, si tu veux bien, Jessie, je voulais qu'on parle des compléments alimentaires. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que ça vaut le coup? Je sais que parfois en pharmacie, il y a des compléments alimentaires. On peut en trouver un peu partout, sur Internet, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles? Si oui, lesquels ou pas? Écoute, c'est une question assez complexe. D'un point de vue global, c'est toujours mieux d'essayer d'avoir tout ce dont le corps a besoin à travers ce qu'on mange. Okay. Les compléments alimentaires, il y en a des vertes et des pas mûres. C'est vraiment un sujet très vaste. Il y en a qui sont cliniquement prouvés, qui ont un vrai impact sur la santé, sur le corps, et il y en a qui servent un petit peu à rien. Donc c'est un peu dur de te dire, les compléments alimentaires, oui ou non, ça va dépendre de l'utilité, duquel, de ce qui se passe. Donc moi, je conseille parler à votre médecin. Et deuxièmement, si ça vous intéresse d'en prendre un, vérifiez bien que ce sont des compléments alimentaires qui sont cliniquement prouvés. Donc en général, sur les sites, on peut trouver, ça a été étudié, on voit vraiment un impact sur la santé. Et tu as sorti un autre produit aussi. Tu vas commencer à sortir d'autres produits. Exactement. Que tu fais toi-même d'ailleurs. Je fais tout moi-même, ouais. Enfin, tu as fait la recette. Je fais la recette, je formule, je trouve les manufactureurs, je bosse avec les gens en direct. Donc je mets pas juste mon nom sur quelque chose et je dis aux gens de l'acheter. Je suis pas influenceuse. Moi, je formule tout. Je suis biochimiste. Et le deuxième chose que j'ai sorti, c'est une protéine en poudre qui s'appelle Protein Prodigy. Ça veut dire la prodige des protéines. Et cette protéine, elle n'a aucun goût. Aucun additif artificiel, aucun édulcorant, aucun sucre. Elle est superbe, elle vient de vaches irlandaises nourries au pâturage et elle est tellement géniale qu'elle est faite pour mettre dans le café. Dans le café ? Dans le café. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que le matin, il faut manger des protéines et parfois, je n'ai pas le temps de faire des œufs. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends 2 cuillères de Protein Prodigy avec un petit mousseur, hop, je mousse dans mon café et ça me fait comme un espèce de cappuccino protéiné. Et c'est comme du lait en poudre? C'est du lait en poudre? C'est de la protéine de lait en poudre. C'est très différent. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que ma petite tasse de café, j'ai autant de protéines que dans 3 œufs. Bam, je vais t'en envoyer. Putain, pas mal. C'est sur ton site aussi, pareil? Ouais, glucosegoddess.com. Et qu'est-ce que tu penses de la whey, toi? Tu sais, la whey, donc la créatine, tous les produits qu'on peut prendre pour la muscu, est-ce que c'est une mauvaise idée ou est-ce que c'est la une bonne whey, idée? c'est super. Donc, c'est la protéine qui vient du lait et c'est celle que j'utilise dans Protein Prodigy. Mais c'est un petit peu comme, tu vois, le vin. 2 vins rouges ne se valent pas, 2 whey ne se valent pas du tout. Et celle que j'utilise, c'est vraiment ce que je pense être la meilleure du monde. Et ça dépend de la source du lait, ça dépend des vaches, ça dépend de comment elle a été fabriquée, quelles usines, quel process, produits chimiques ou pas. Enfin, c'est tout un monde. Donc, en soi, c'est très bien, mais il faut réfléchir à la source. Et la créatine, c'est super. La créatine, c'est un complément alimentaire qui a été prouvé depuis des dizaines d'années, qui est très efficace, qui donne plus d'énergie aux muscles. Il y a un antidiabétique qui fait mincir. Il y a eu une période où tout le monde parlait de ça, il y a encore quelques mois, et encore maintenant, d'ailleurs, en vrai, l'Ozempic. Ouais. Ça s'écrit Ozempic. O-Z-E-M-P-I-C. C'est un donc c'est un médicament, hein, attention, qui coûte, je crois, 300 ou 400 euros par mois. Et ça fait extrêmement maigrir certaines personnes qui n'y arrivaient pas avant, sans opération, sans sleeve ou des choses, des opérations à l'estomac. J'ai vu que c'était très dangereux sur certaines personnes, d'autres qui disent que c'est super. C'est toujours pareil, l'alimentation, personne n'est d'accord. Ouais. Quelle est ton opinion là-dessus? J'en profite. J'ai tellement de choses à dire, c'est tellement intéressant. En fait, le Ozempic, et il y a d'autres médicaments, genre Wegovy, Mounjaro, qui sont à peu près les mêmes choses, ça coupe la faim.
et ça encourage le corps à brûler du gras et ça réduit aussi les pics de glucose. Donc en soi, pour les gens qui ont un diabète et qui n'arrivent pas à aller mieux, ça peut être très très utile. Aujourd'hui, c'est utilisé, c'est un peu une dérive, c'est utilisé pour la perte de poids facile. Et littéralement, ce que ça fait, c'est que ça ne te donne plus envie de manger. Et donc moi, je me dis, ok, en fait, Guillaume, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi les gens, ils adorent ce truc ? C'est parce qu'en fait, on est dans une situation aujourd'hui où toute la nourriture autour de nous, elle est tellement toxique qu'on a besoin d'un médicament pour nous empêcher de la manger. C'est un petit peu comme si je te disais, l'eau du robinet, elle est super toxique et elle est en train de tuer tout le monde. Et au lieu qu'on se dise, ok, on va aller réparer la source de l'eau et on va la détoxiquer, ben c'est comme si je te donnais une piqûre qui te donnait moins soif. C'est littéralement ce qu'on est en train de faire avec la nourriture. Tu te rends compte ? Donc, c'est absurde. Oui, t'as plus faim, mais tu manges toujours la même chose. C'est science-fiction. Ouais. Et donc, quand tu arrêtes de prendre le Ozempic, bah, t'as de nouveau faim, et donc tu remanges ce qui est autour de toi, donc c'est très probable que tu reprends le poids. On répare pas la vraie cause du problème. Oui. On essaye de cacher le symptôme, mais on voilà. on donc on n'a pas pas la encore maladie. assez de recul pour savoir ce qui se passe. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'en servent parce que, tout simplement, elles n'arrivaient pas à perdre du poids et c'était très important pour elles. Et je pense qu'il y a beaucoup de dérives, un petit peu comme tout. Hein. Mais c'est vrai que ça marche bien et beaucoup de gens en prennent. Aux États-Unis, c'est 1 personne sur 10 a déjà pris le Ozempic. Oh la vache. Ouais, ça fait 2 ans que c'est en train d'exploser. Tu en là-bas. as connu, toi, des gens, et ils ont vu un impact, ils sont vraiment maigris pour le absolument, coup. Parce absolument. qu'ils mangent plus, quoi. En fait, c'est ça, tu manges plus. Et tu manges plus et sans souffrance. Tu vois, tu n'as pas faim. Donc tu es là genre, tu manges un truc, tu es là, j'ai plus faim. Ça a un Je crois vrai que t'as effet le sur le capteur cerveau. de la satiété, donc du fait d'être repu, tu n'as plus faim. Tu Tu as l'impression tout le temps que tu viens de manger un énorme repas. Ouais. Donc du coup, tu manges pas, du coup, tu maigris. Mais voici le problème. Quand on mange pas, oui, on perd de la matière grasse, mais on perd aussi du muscle. On perd tout dans le corps. Et donc du coup, le muscle, c'est très important. Et ça permet de réguler notre taux de glucose aussi. Et donc, du coup, si tu perds matière grasse et muscle, après, tu arrêtes de prendre des Ozempic et tu recommences à manger normalement. Et bam, là, tu reprends du poids, mais tu reprends que du gras. Donc, tu peux te retrouver dans une situation où, après avoir pris du Ozempic, tu as plus de gras et moins de muscle qu'avant. Donc, si vous prenez de l'Ozempic, c'est super important de manger beaucoup de protéines et de faire un peu de muscu pour préserver la masse musculaire. Tu parles d'une étude qui montre un lien, alors ça c'est énorme dans ton livre, entre l'énervement en fait, qu'on peut avoir dans un couple, quand on s'engueule avec sa femme, avec son mari, en fait en fonction de notre taux de glucose, que ça pourrait influencer notre humeur dans le couple. Est-ce que c'est vrai cette histoire ? Oui, absolument. Écoute, comme je t'ai expliqué, quand tu as une montagne russe glycémique, tu as davantage faim, tu as envie de sucre, et il s'avère que tu peux également être de mauvaise humeur et que ça peut avoir un impact sur ton mariage. Donc, les scientifiques américains ont fait ce qui suit. Ils ont recruté 200 couples. Et ils ont donné à chaque personne dans le couple une petite poupée qui représente leur mari ou leur femme. Et ils leur ont dit, dès que votre femme ou votre mari vous énerve, vous plantez une épingle dans la poupée. Ça s'appelle une poupée vaudou, quoi. Exactement. Et au bout, c'est pas très bon de faire ça. Non, c'est pas très bon. Et donc, au bout, je crois que c'était 2 semaines ou 3 semaines, ils récupèrent les poupées, ils comptent les épingles, donc ils voient qui était le plus énervé contre leur mari ou leur femme, et ils mesurent également les taux de glucose de ces personnes. Et ils ont trouvé que les gens qui avaient le plus de chute de glucose, donc de glucose qui était bas, avaient mis davantage d'épingles dans la poupée. C'est à la chute, en fait, c'est au moment où ça redescend. Ouais, exactement. C'est ça ? Exactement. Parce qu'après tout pic, il y a une chute, et cette chute, vraiment, ça nous rend un petit peu dingue. On a très faim, mauvaise humeur, on a envie de sucre, on n'est juste pas bien, et ça peut avoir un impact sur le couple aussi. Je sais que si vous regardez la vidéo, vous devez être en train de penser à votre mari ou à votre femme, en train de dire, tu vois, c'est pour ça que parfois tu es un petit peu énervé, etc. Là, on est en train de créer des disputes de couple. Non, mais tu vois, on sait très bien qu'il y a des gens, quand ils ont faim, ils sont de mauvaise humeur. Ah bah, évidemment, voilà. évidemment. Voilà. Donc, c'est pas très complexe. On en connaît tous, ces gens. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas divorcer ? On réduit les pics de glucose. Et alors, dernière chose, il paraît que le sucre peut augmenter le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer. Ouais. C'est vrai. Donc, notre taux de glucose à 30 ans prédit le risque de développer Alzheimer. Donc, ceux qui ont un taux de glucose plus élevé ont plus de risque de développer Alzheimer plus tard. Pourquoi ? Eh bien, écoute, il y a des scientifiques qui appellent Alzheimer le diabète de type 3. Parce que ce qui se passe dans le cerveau quand on a la maladie d'Alzheimer... C'est quoi Alzheimer exactement ? C'est une dégénérescence du cerveau. Il y a des plaques qui se forment, il y a une espèce de résistance à l'énergie, à l'insuline dans le cerveau qui se forme, et ça crée des énormes troubles neurologiques, de communication, de mémoire, d'attention, de parole, enfin c'est assez dévastateur. Et donc, il y a des scientifiques qui sont penchés sur le sujet et qui ont trouvé qu'en fait, ça avait un lien avec le glucose et avec l'insuline, qui est une hormone qui est très proche du glucose.
Et donc, si on veut, alors je dis pas que si on a un taux de glucose élevé, on aura Alzheimer, et si on n'a pas de glucose, on n'aura pas Alzheimer, mais clairement, c'est lié d'une certaine façon. Et donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est se dire, bon voilà, les pics de glucose, je les réduis parce que ça va m'aider à avoir plus d'énergie, à me sentir mieux, mais également, ça peut réduire mon risque à long terme pour Alzheimer. Donc, c'est plutôt pas mal. Est-ce que bien manger, ça coûte cher? Non. Non, regarde des œufs. Si tu manges 4 œufs par jour, ça te coûte 25 € par semaine. Des sardines, ça coûte 2 €. Tu peux très bien manger pour un prix moins cher que le McDo. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer, pour la suite? Ça sera quoi les prochaines étapes pour toi? Tu fais tellement de choses, tu as 6 millions de gens qui te suivent, on s'embrasse sur Instagram, tu es très suivi sur les réseaux, tu sors un nouveau livre, du coup 9 mois qui comptent pour la vie, donc qui est sorti, je vous mettrai le lien, je vous disais tout à l'heure pour le commander, si ça vous intéresse de lire, il y a plein de conseils dont on a parlé, on a abordé une toute petite partie, mais il y a plein de conseils à l'intérieur, vous pouvez les retrouver directement donc, dans la description du podcast, de l'épisode et sous la vidéo YouTube. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Les prochaines étapes? Écoute, moi, le but dans ma carrière, c'est que ces conseils, petit déjeuner salé, légumes en entrée, bouger après avoir mangé, que ça devienne des habitudes très simples comme boire de l'eau, se brosser les dents, mettre de la crème solaire. J'ai envie que ce soit, j'ai envie d'être complètement inutile et que ces conseils deviennent des habitudes dans toute la France. Donc, est-ce que ça veut dire écrire plus de livres? Est-ce que ça veut dire pouvoir travailler au niveau institutionnel, faire des campagnes de prévention avec le gouvernement? Moi, j'ai juste envie que ça devienne des habitudes pour tous les Français parce que c'est tellement important et c'est tellement facile et ça fait un impact énorme sur comment on se sent et notre vie, quoi. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour la suite. Je te take de loin. Merci d'être venu, d'avoir pris le temps. Je sais que tu vas faire une interview en allemand après. Ouais. Là, tu Alors, pas en allemand. Non, moi, je parle pas allemand, mais une interview pour l'Allemagne. Tu parles français-anglais. Ouais. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et ton livre sort dans 8 pays, c'est ça? Alors, il va être traduit en 41 langues, mais là, en mars, il sort dans 8 langues. 41 langues. Ouais, comme mes 2 autres livres. Il s'est vendu dans quel autre pays il a cartonné où tu t'es dit, tiens, je m'y attendais pas du tout? Est-ce qu'il y a je un m'y attendais pays pas du tout. Oui, le Mexique. Au Mexique? Ouais. Au Mexique, il s'est très très bien vendu. Exceptionnel. Donc, quand je vais au Mexique, c'est vraiment... Tu le vois sur tes analytiques, sur tes statistiques Instagram, tu vois des gens qui te suivent de tous les pays? Absolument, absolument. Ouais, c'est vraiment partout. Incroyable. Eh ben, bonne continuation à toi. Merci d'être passé, Jessie. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis, de nous avoir suivis en podcast tous les mercredis, vendredis et dimanches. Je vous mets une interview ou un documentaire. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé la vidéo avec moi. On se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo sur les gens. Je vous embrasse fort. Ciao tout le monde.